Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est trop cool de vous voir, que vous avez répondu présent. On est trop content de vous voir pour ce Before de Shift. Donc le hackathon qu'on organise dans une semaine. C'est aussi un événement ouvert à tous. Et donc on va parler aujourd'hui de la boîte à outils de la GenAI et de différents cas d'usage qui y sont associés. Alors, avant de démarrer donc, et de laisser la parole à Samuel et Simon, j'ai quelques petits mots à vous dire. J'ai pas fait F5, donc du coup j'ai raté la slide, voilà. C'est les aléas du direct. Globalement, le programme de la soirée, je vous reparle en quelques mots de Shift, du hackathon qu'on organise donc vendredi prochain. Et puis ensuite, on attaque sur des bases, on va dire, théoriques de la GenAI, même si vous allez voir, on va pas se faire chier, il y a plein de cas d'application pratiques. Après, on va voir des cas d'usage techniques, créatifs, avec Simon, technique avec Samuel. Et puis moi, je présenterai des cas d'usage métiers, pour que vous puissiez avoir une bonne grosse overview de la GenAI. Globalement, ça va durer une petite heure et demie. Et ensuite, on pourra aller se restaurer avec bière et apéro. Donc au lobby là-haut. Alors, juste avant de démarrer, on aime bien savoir un petit peu à qui on s'adresse. Donc j'ai quelques questions. Si vous pouviez répondre à main levée. Qui est déjà venu au Meetup GenAI Nantes? Ok, donc c'est-à-dire que vous êtes une bonne majorité à jamais être venu. Ça c'est cool, ça change. Trop bien. Qui sait coder? Ouais, ok, d'accord. Donc il y a pas mal de devs, ça marche, intéressant. Les autres, vous faites quoi? Design. Ouais. Qui fait du design? Quelques-uns. Oh, vous n'êtes pas beaucoup quand même, ok. Les autres, vous faites quoi? Le but, c'est que ce soit interactif. Vous pouvez me répondre. Produit. Qui fait du produit? Cool, ok. D'autres? Ok, trop bien. Est-ce que vous avez déjà fait des projets de GenAI à main levée? Ouais. Oula. Ah oui, vite fait. Ok, donc plein de curieux. Ok, trop cool. Et qui a déjà pris sa place pour Shift? Ok, donc il y en a plein qui n'ont pas leur place. Ça marche. Et qui c'est qui va prendre sa place ce soir? Ok, bah, tout à l'heure vous serez plus à lever la main quand même, j'espère. Ok, c'est le but du jeu. Ça marche. Donc Shift, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est un nouveau format de hackathon. Hop là, que je retrouve ma souris, voilà. C'est un nouveau format de hackathon qu'on lance, qu'on n'a jamais testé, donc on va voir si ça fonctionne. Globalement, moi ça fait 5 ans que j'anime des Startup Weekends. C'est des hackathons sur 2 jours où on monte une startup. Ok, donc ça fait 5 ans que j'ai l'habitude de faire ça. Et avec ça, on a lancé l'initiative du Meetup GenAI l'année dernière. Et il m'a dit, viens, on fait un hackathon, mec. Je dis, ok, trop bien. Et donc, le compromis qu'on a trouvé, c'était de se dire, on va inclure du produit, une dimension product dans ce hackathon pour le rendre vraiment intéressant. Donc, comment ça se matérialise? Globalement, l'objectif du hackathon, c'est de pouvoir intégrer de l'IA générative dans un produit tech qu'on démarre depuis zéro, from scratch. D'accord? Donc, c'est pas de prendre un produit existant et d'y intégrer l'IA, c'est vraiment de partir de zéro. Ok? Et donc, pourquoi on dit que c'est un hackathon product? On a inclus dans le programme du hackathon 2 sessions de test utilisateur. Nous, on est convaincus qu'on monte un produit pour un utilisateur final et c'est en faisant des tests utilisateurs qu'on s'aperçoit si le produit il est bon ou pas. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un hackathon product and tech. Au programme, donc, il va y avoir une centaine de personnes dans cette salle vendredi prochain. Il va y avoir des confs, GenAI, retour d'expérience d'un tech qui monte une boîte GenAI. Il va y avoir une conf sur comment on fait un bon user test, une conf sur comment on fait une bonne démo. On a choisi volontairement de sortir le contenu de GenAI du hackathon pour le mettre ce soir. Parce qu'en fait, 1h30 de conf sur un hackathon, c'est beaucoup. L'objectif, c'est que vous ayez un maximum d'espace pour pouvoir bosser, pour pouvoir sortir le meilleur projet de votre vie. Et donc, c'est pour ça qu'on le met ce soir, le contenu sur la GenAI. Ok? Donc, je disais, des confs, vous allez être coaché par des experts. Il y a des experts de chez Google, notamment des coachs de chez Google. Il y a un coach en design qui est spécialisé en GenAI, qui bossait d'ailleurs avec Simon. Il y a Stan qui va donner la conf du vendredi soir, qui est spécialisé aussi en GenAI. Globalement, il y a des coachs de haut niveau. Il y a un jury aussi de haut niveau. Il y a la présidente de la French Tech. Et puis il y a un scientifique qui a participé à la construction de l'AMA 3,
qui nous a confirmé sa présence aujourd'hui, et donc il sera dans le jury. C'est Xavier Martinet, il habite à Angers. Donc, du beau monde, des gens avec qui vous allez pouvoir discuter, faire du réseau, ça c'est plutôt cool. Et puis, vous allez aussi pouvoir, vous voyez peut-être ici, utiliser des crédits avec nos partenaires, nous ce qu'on considère comme les plus belles boîtes de l'écosystème GenAI français. Donc vous allez pouvoir utiliser les modèles de chez Mistral, de chez Google, de chez Gladia, et puis vous allez pouvoir aussi utiliser les outils de chez Hugging Face pour pouvoir monter vos projets. Ce sera donc ici, au Palace. Le but du jeu, c'est qu'on y mette vraiment une espèce de bonne ambiance. On va animer avec Florence qui se cache juste là-bas. Voilà. Vous allez voir, au bout de 5 minutes, on passe déjà son temps à gueuler et à sauter partout. Après, on va aussi bosser, je vous rassure. Mais l'objectif, c'est que ça se fasse dans une bonne ambiance, un peu rock'n'roll. Et puis, vous allez évidemment être chouchouté avec des repas, 7 repas traiteurs, bière, vin, café à volonté. Et le lieu est ouvert toute la nuit samedi. Si vous êtes chaud pour coder jusqu'à 4h du matin, on vous accompagnera. C'est le but du jeu. Et donc tout ça organisé par une team de bénévoles. Donc globalement, voilà ce que ça va donner Shift. L'objectif, comme je disais, de ce meet-up, en fait, c'est quoi? C'est de vous donner un maximum d'outils pour vous préparer à participer à Shift. Donc que ce soit des outils techniques, comprendre ce qui existe et comment les appliquer pour vous donner un maximum d'idées pour arriver vendredi avec plein d'idées à tester. C'est totalement l'objectif. Ok, c'est parti. Alors, donc moi, je vais vous faire d'abord une intro à la GenAI. Alors, peut-être que certains qui sont un peu accoutumés à notre meet-up l'ont déjà vu. L'idée, c'est qu'on ait un peu tous le même niveau de connaissances pour démarrer et qu'on comprenne à peu près de quoi il s'agit. Alors, avant d'arriver à la GenAI, il y a 10-15 ans, on a commencé à voir se développer dans le monde du machine learning. Alors, on a fait du machine learning sur des algos assez simples, de classification, de régression, de clustering, avec des données qui étaient plus ou moins structurées. Et très rapidement, on est passé sur ce qu'on appelle donc du deep learning, où là, on utilise des réseaux de neurones, donc avec des entrées, des sorties, et un certain nombre de layers entre les deux, qui ont permis de construire de faire du machine learning non supervisé sur les données éventuellement un peu plus abstraites et moins structurées. Sur certains types de besoins, notamment tout ce qui traite des séquences, on a un certain type d'architecture de réseaux de neurones qui sont développés. Donc une séquence, c'est donc par exemple une série temporelle, ça peut être de l'audio, une partition de musique, donc par exemple la dixième mesure de votre partition dépend des 9 premières. Donc en fait, il y a vraiment une idée de séquence dans une idée de répétition dans une partition. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte. Et donc on a vu se développer des architectures comme le RNN, donc des réseaux de neurones récurrents, puis le LSTM, puis du GRU. Voilà. Et en 2017, Google a sorti un papier qui s'appelle Transformers, Attention is all you need. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce papier? Certains? Ouais. Ok. Ils ont sorti également juste après un modèle qui s'appelle BERT. Ça vous parle? BERT? Ok. Donc l'idée de cette architecture de Transformers, c'est qu'en fait, ils ont décrit un mécanisme d'intention où dans une phrase, vous allez essayer de trouver des mots qui ont une importance. Par exemple, dans cet exemple, on a interest qui est cité 2 fois, mais sur 2 sens différents. Le premier sens, c'est est-ce que tu as un intérêt pour un sujet, et le deuxième sens, c'est un taux d'intérêt. Et en fait, en associant ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, l'architecture Transformers va être capable de comprendre le sens de la phrase. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Donc par rapport à ces 2 architectures, les réseaux de neurones récurrents un peu traditionnels et les Transformers, la grande différence, c'est que les Transformers sont beaucoup plus performants parce qu'en fait, vous envoyez un payload en entier. Vous n'avez pas besoin de parcourir chaque mot un par un de manière récursive. Donc quand vous envoyez 1000 tokens, il analyse, il trouve les points d'intention dans les 1000 tokens en une fois, là où les RNN traditionnels seraient passés token par token jusqu'à arriver au millième.
Voilà. Et alors pour votre information, le scientifique qui a produit l'architecture LSTM vient de sortir un papier qui est un peu à mi-chemin entre les deux et qui permettrait peut-être d'aller encore plus loin sur les modèles. Bon, c'est tout nouveau, donc on verra où ça ira. Donc ça, ces modèles-là, c'est très cool pour du texte. On a d'autres types de modèles qui sont utilisés par exemple pour la génération d'images ou du vidéo. C'est ce qu'on appelle des modèles de diffusion. Comment ça se présente ? Alors pendant la phase de training, en fait, vous prenez des milliards d'images et à chaque étape, vous allez rajouter un peu de bruit avec une fonction qui est décrite juste au-dessus. Et en fait, le réseau de neurones, il va apprendre à passer d'un état d'image à l'état suivant, jusqu'à arriver à une image complètement brouillée. Et une fois que vous avez votre modèle entraîné avec des milliards d'images de ce type-là, vous faites l'opération inverse avec une fonction qui fait le processus inverse. Et vous partez d'une image qui est complètement aléatoire, avec des pixels complètement brouillés, et vous faites du denoising pour revenir à une image initiale. C'est comme ça qu'on produit des images sur Stable Diffusion, sur Midjourney, ce genre de choses. Voilà, donc pour résumer un petit peu l'intelligence artificielle, donc on a un grand domaine qui est l'intelligence artificielle, dedans on a un sous-domaine qui est du machine learning, dedans on a encore un sous-domaine qui est le deep learning, il y a plein d'architectures disponibles, les réseaux de neurones récurrents, les modèles de diffusion et les transformers. Alors, donc vous avez peut-être tous déjà, d'ailleurs, qui a déjà utilisé un GPT-4, un ChatGPT ? Ok. Donc ce type de modèle, c'est ce qu'on appelle des LLM pour Large Language Model, donc des modèles de langage. Ces modèles, on les entraîne avec des milliers de milliards de mots. Et en fait, pendant la phase d'entraînement, le modèle va apprendre à manipuler le langage. Il va reconnaître des syntaxes, une langue en français, en anglais, en russe, en je ne sais quoi. Et on va l'entraîner avec tellement de contenu qu'en fait, il va même apprendre quelle est la capitale de la France. Il va apprendre à reconnaître un bateau parce qu'il a une voile, parce qu'il a une coque. Et il va un peu se doter d'une culture générale. Ça, c'est vraiment dû au volume de données qu'on lui envoie. Après, la limite quand même de ce type de modèle, c'est que la connaissance qu'il acquiert, hors de ses capacités de traitement de langage, vraiment les connaissances qu'il va acquérir, elles sont pas aussi fiables que si vous faisiez une recherche sur Wikipédia. Donc avec ce type de réseau de neurones, vous avez toujours une possibilité d'avoir quelques hallucinations qui vous induisent en erreur. Donc en fait, à partir de là, vous avez deux façons de travailler. Là, par exemple, j'ai fait 2 fois, j'ai utilisé Claude, donc qui est le LLM de Anthropic, une société américaine. Je lui ai posé la première question, produis-moi un lorem ipsum en français. Et là, en fait, il s'est mis à produire des phrases qui sont cohérentes, mais qui ne sont pas du tout un lorem ipsum, quoi. C'est juste des phrases, des mots mis bout à bout qui ont un peu de sens. Ensuite, j'ai fait le même exercice, mais là, j'ai copié-collé un lorem ipsum latin, donc un vrai lorem ipsum, et je lui ai demandé de traduire. La différence entre les deux, c'est que la deuxième sortie était vraiment la traduction d'un lorem ipsum qu'on utilise tous dans nos applications qu'on développe. Alors pourquoi je vous montre ça ? En fait, d'un côté, je me suis reposé sur la mémorisation du modèle de langage, donc ce qu'il avait vraiment acquis, enfin les connaissances qu'il a acquis pendant sa phase de training. Et de l'autre côté, je lui ai fourni la connaissance avec une tâche que je lui ai demandé d'exécuter. Et là, j'ai fait appel seulement aux capacités de traitement du langage du modèle. Donc voilà. Quand vous passez du côté gauche, vous basez sur une mémorisation qui est peut-être pas trop fiable, où vous pouvez avoir des hallucinations, et côté droite, du coup, vous avez une sortie qui est beaucoup plus fiable. Donc comment marche un modèle de langage ? Donc, vous commencez à générer des mots, et tour à tour, il va générer un mot supplémentaire. En fait, il ne va pas générer un mot supplémentaire, il va générer plusieurs mots avec une probabilité de trouver le mot suivant. Donc là, par exemple, on commence avec Grégory et on a 88% de chances que ce soit chauve, 10% que ce soit drôle et 0,2% qu'il soit grand. Donc là, le modèle va déterminer que le mot suivant, c'est chauve. Ensuite, on continue, Grégory est chauve, on repasse dans le modèle, donc Grégory est chauve, on a 90% de chances que ce soit et, un peu de chance que ce soit ou, et pas beaucoup de chances que ce soit a. Et en fait, c'est comme ça que le modèle va générer sa sortie. Il va vraiment passer 15 fois dans le modèle pour générer les 1000 tokens de sortie, quoi. Est-ce que cette notion, vous l'aviez compris en utilisant GPT-4 ou pas ? C'est pour ça qu'en fait, il produit, vous le voyez, hein, il produit mot par mot jusqu'à faire un texte de 10 lignes.
Donc voilà sur l'aspect un peu théorique. Donc là, l'idée maintenant, c'est que je vous explique un petit peu quel cas d'usage on peut avoir avec la GenAI. Et moi, j'ai un peu m'appuyer sur des choses que j'ai fait dans mon boulot chez Scribe. Et à chaque fois, je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait pour produire ma feature et l'implémenter. Alors, donc déjà, Scribe, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est une application de collecte de feedback. On déploie notre produit dans des applications web ou mobiles et les gens peuvent répondre peuvent donner leur feedback sur le produit, quoi. Donc, par exemple, on est déployé chez Doctolib. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche en bas à gauche, un peu conversationnelle, et les gens répondent à des questions en 2-3 questions, enfin des micro-surveys, quoi. Alors, chez certains de nos clients, on collecte littéralement des millions de feedbacks chaque mois. Évidemment, ils n'ont pas que ça à faire, ils n'ont pas le temps de les lire tous un par un. Donc, à un moment donné, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va faire pour traiter ces feedbacks? On avait envie de faire des synthèses, on avait un peu envie de dire à notre client quelles sont les grandes catégories d'improvement qui sont demandées par ses clients à lui. Et on avait envie de catégoriser un petit peu tout ça. Donc, forcément, on a étudié la GenAI, parce qu'en termes de manipulation du langage, c'est formidable. On a fait quelque chose comme ça. On a écrit un prompt, summarize the ideas from the following user feedbacks. Un séparateur, le feedback numéro 1, 2 points, le feedback numéro 2, le feedback, etc., etc. Le problème, c'est qu'on est un peu limité par la taille de contexte. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu manipulé les API de GPT-3 ou GPT-4, mais vous êtes limité à 32 000 tokens dans votre requête ou votre response. Sauf que nous, on collecte des millions de feedbacks, donc ça ne passe pas dans une seule grosse requête. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait par batch. Je prends les 1000 premiers feedbacks, je les envoie à GPT-4, il me fait une synthèse, je prends les 1000 suivants, il me refait une synthèse, et à la fin, je fais une synthèse des synthèses. Et bien, étonnamment, ça marche plutôt bien. Voilà, on s'y attendait pas, on a testé, et ça marchait plutôt bien. Et puis maintenant, on a accès à des modèles comme Gemini, où on peut traiter 1 million de tokens dans une requête, et là, je pense qu'on pourra tout envoyer d'un coup. Enfin, on verra si on ira jusque-là, mais voilà. Là, globalement, c'est la façon la plus simple de requêter un LLM. Donc, c'est ce qu'on appelle du prompting. Et alors, vous verrez peut-être que quand vous manipulerez tous ces technos pendant le hackathon, il y a plein de façons de prompter. Et plus vous ferez des prompts détaillés, plus vous aurez des réponses de qualité. Là, je vous ai donné des exemples de bonnes pratiques. Par exemple, vous commencez par dire qui pose la question. Dans quel contexte, en fait, vous posez la question. Vous décrivez un petit peu votre besoin. Vous y décrivez la tâche. Donc, tu dois écrire quoi? Un message. Encore un peu de contexte. Ensuite, vous lui donnez un exemple de tâche, d'output possible, afin qu'il puisse s'inspirer et comprendre vraiment ce que vous lui demandez. Après, vous lui demandez dans quel ton renvoyer la réponse. Et là, je suis développeur, donc j'ai besoin d'une réponse sur un format JSON. Donc, il va me formater la réponse vraiment sur un format JSON, quoi. Voilà, ça c'est vraiment la technique la plus simple pour travailler avec des LLM. Alors, autre use case qu'on a fait chez Scribe. Alors, on collecte plein de feedback. On avait envie de faire un petit peu un moteur de recherche pour parcourir tous les feedbacks des clients. Alors, il y a 2 ans, à l'époque, on n'avait pas accès à la GenAI. Comment on aurait fait ça? J'aurais utilisé Elasticsearch avec une technique de full text search. Est-ce que ça vous parle, ça? Qui a déjà fait ça? Ok. Alors, la full text search, qu'est-ce que ça apporte? Donc, vous faites une recherche par mots-clés. Par exemple, si vous avez le mot arbre, c'est la même racine que arbuste, donc il va être capable de corréler les 2 mots-clés. En plus, Elasticsearch est capable de classer un peu les résultats et est plutôt performant sur la réponse, donc une des réponses en moins d'1 seconde. Le problème, c'est que Elasticsearch ne traite pas tout avec cette technique de full text search. Il n'est pas capable de trouver des liens avec des synonymes. Par exemple, il n'est pas capable d'évaluer la proximité entre fleur et arbre. Alors pourtant, c'est très proche, hein. Il n'est pas capable de travailler sur plusieurs langues, en français, anglais, russe ou d'autres langues. Et un mot, parfois, peut avoir plusieurs sens. Donc, en fonction de la façon dont est utilisé le mot dans la phrase, il faut corréler ou pas, quoi. Donc, la GenAI est arrivée et on a étudié ce qu'on appelle des modèles d'embeddings. Alors, le principe du modèle d'embeddings, c'est que vous allez convertir votre phrase en un vecteur. Un vecteur, c'est donc une représentation mathématique de votre phrase et du sens que vous avez voulu décrire avec votre phrase. Par exemple, là, il est capable de corréler man à woman, king à queen et des pays avec leur capitale.
Alors nous, comment s'en est servi? Donc en fait, on a une base de connaissances qui est l'ensemble des feedbacks collectés auprès des clients de nos clients, mais ça peut être aussi des PDF, ça peut être n'importe quoi. Tous ces feedbacks, on va les découper en plein de petits morceaux. Ça peut être un feedback entier ou une phrase dans un feedback, enfin vraiment des morceaux. Et ensuite, on va envoyer tout ça dans un modèle d'embeddings, ce qui va permettre d'associer donc un vecteur à chaque chunk qu'on a généré juste avant. Ces vecteurs et les chunks et les vecteurs associés, on les envoie dans une base de données vectorielle. Donc vous avez peut-être vu ces technos arriver ces 2 dernières années. Et voilà. En l'occurrence, nous, on utilise Elasticsearch qui traite très bien les vecteurs. Ensuite, donc mon client va arriver, il va faire commande K dans Scribe, il va vouloir trouver ses feedbacks associés. Donc il va poser sa question dans la barre de recherche. Cette même question, on va l'envoyer encore dans le modèle d'embeddings pour générer un vecteur de la question, un vecteur qui définit un peu le sens de la question. Et on va aller chercher dans notre base de données vectorielle tous les documents qui ont les vecteurs proches, des vecteurs similaires au vecteur de notre question. Et on a une réponse, du coup on récupère les documents qui ont des vecteurs similaires. Là, dans l'exemple que je vous donne, j'ai tapé setup comme mot-clé de recherche. Il est capable donc, de trouver setup, forcément, mais il est capable de trouver onboarding et onboarding, voilà. Donc en fait, même, il est capable de trouver du sens à travers des synonymes, à travers éventuellement des langues différentes. Et donc c'est bien plus performant que si j'avais utilisé simplement du full text search. Alors, je continue. Donc, il y a un use case qu'on a fait avec Maxime. Il y a 6 mois, on s'est dit, attendez, sur Internet, il y a plein de bullshit sur le climat, il y a des climato-sceptiques. Excusez-moi. Donc, on s'est dit, essayons un petit peu de répondre sur YouTube de manière automatisée à tous ces gens-là qui racontent des conneries. Alors, comment on s'y est pris? On avait besoin de transcrire des vidéos en texte. On avait besoin de croiser donc, tous les verbatims extraits des vidéos avec des sources. Ensuite, valider ou non le fait que ce que la personne dit est vrai ou non. Et ensuite, répondre en commentaire sur YouTube. Comment s'y est pris? De manière très similaire. Donc, on prend... Ah. Excusez-moi. Ok. Donc, on a splitté notre ouais, c'est bizarre, il manque des trucs. Bon. Ah, voilà, c'est ça. Donc, on a pris nos vidéos YouTube, on les a téléchargées, on les a envoyées dans Gladia. Donc, c'est une boîte parisienne qui est capable de transcrire une vidéo en texte. Donc, on a obtenu du texte sur les assertions du YouTuber. On a généré des vecteurs, donc des embeddings à partir de ces assertions. Et on a stocké ça dans une DB vectorielle. Alors, je sais pourquoi j'avais mis ça avant, pardon, oui. Juste avant, on a récupéré les 3000 pages de rapport du GIEC. On les a découpées en plein de chunks, donc c'était des phrases ou des paragraphes. On a fait cette opération de vectorisation sur ces paragraphes et on a stocké également les paragraphes dans la base de données vectorielle. Et en fait, une fois qu'on a tout ça dans la base de données vectorielle, on est en capacité de comparer les assertions du YouTuber avec les sources du GIEC. Et donc, on envoie tout ça à Mistral. Et en fait, Mistral est capable de nous dire si oui ou non l'assertion du YouTuber est correcte par rapport aux sources qu'on a extraites de la base de données vectorielle. Sauf que là, ça ne suffit pas. On a oui ou non, c'est vrai, mais on n'a pas une réponse qu'on peut envoyer sur YouTube en commentaire. Donc là, on reprend les sources qu'on a récupérées de la base de données vectorielle, on reprend l'assertion du YouTuber et on demande à ChatGPT, ceci est faux, voilà les sources. Génère-moi un commentaire qui fait 3 lignes pour répondre au YouTuber, avec le timecode exact qu'on a récupéré dans la vidéo. Voilà. Ça, c'est un pattern qu'on appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation. Alors là, c'est un exemple très simple où on se base sur un PDF, mais en réalité, vous récupérez des données sur n'importe quel support. L'idée, c'est de croiser les capacités de traitement du langage de votre LLM avec des sources externes qui même potentiellement sont des sources privées à votre entreprise, que vous seul possédez. Donc des données en fait que votre LLM, auxquelles votre LLM n'a pas accès. Donc voilà pour résumer le RAG à quoi ça sert, comment ça se représente. Vous avez une phase vraiment de génération des embeddings et de votre corpus documentaire que vous mettez dans votre DB vectoriel.
Et ensuite, vous avez simplement du question-réponse pour récupérer, pour associer des documents à une requête d'un client et générer des réponses. Alors, encore un autre use case qu'on a mis en place chez Scribe. On avait envie de donner à notre client un petit chat sur Slack pour leur permettre de requêter les données de Scribe directement de manière naturelle dans un chat sur Slack. Donc là, on demandait quel est le NPS moyen de mes clients depuis le 1er janvier. Comment s'y est pris? Donc on a besoin de générer une query SQL pour requêter notre base de données. Sauf que la query SQL, elle va changer à chaque fois pour chaque demande du client, parce que toutes les demandes sont vraiment différentes. Et on a besoin de renvoyer au client une réponse en langage naturel. Alors, donc j'écris un prompt où je lui dis, en me basant sur l'avis de mon client, génère-moi une question en fonction du schéma SQL que je t'envoie. Je lui colle le schéma SQL, je lui colle le tenant ID, et je lui colle la question qu'on a mis dans Slack. Et je lui demande, génère-moi une query SQL pour répondre à ce problème-là. Le LLM me répond, select la moyenne NPS depuis ma table de réponse en prenant le tenant ID qui ont été créés depuis le 1er janvier. J'envoie ça ensuite dans ma base de données SQL. Il me renvoie 61. Et là, ça ne suffit pas. Je re-questionne encore mon LLM pour lui dire voilà mon résultat, voilà la question initiale, génère-moi une réponse. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un agent. Donc, le principe d'un agent, c'est que en fait, vous avez un LLM capable de faire du traitement du langage. Vous avez tout un tas d'outils. Alors, un outil, ça peut être très vaste. Ça peut être une API, ça peut être un Swagger qui va permettre de requêter une API. Ça peut être de la génération de code en Python, en Java ou tout ce que vous voulez. Ça peut être une recherche Google, ça peut être une base de données chez vous. Et l'idée vraiment, c'est de mixer tout ça. Et le rôle du LLM, c'est à la fois de faire du traitement du langage et de synthétiser éventuellement les retours des outils, mais c'est aussi de planifier à quel moment j'appelle tel outil. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà vu des agents? Est-ce que vous avez déjà utilisé des agents? Ouais, un peu? Ok. Alors, l'interface entre le LLM et votre code, l'agent, en fait, c'est une interface qui n'est pas vraiment en langage naturel. Donc, vous avez besoin de trouver un langage un peu commun pour discuter entre les deux. Et donc, pour ça, les LLM ont des fonctionnalités qu'on appelle le function calling. Donc, plutôt que parler en texte, en fait, vous parlez avec des formats JSON. En fait, c'est le LLM. En fait, en envoyant la requête au LLM, vous lui dites, dans mon code, j'ai telle fonction qui prend tel argument. Et en réponse, le LLM va dire, à ce moment-là, c'est le moment d'appeler telle fonction avec tel argument. Donc, c'est une sorte de dialogue un peu programmatique que vous pouvez avoir avec votre LLM. C'est pas supporté par tous les LLM, mais globalement, pendant l'hackathon, tous ceux que vous utiliserez supporteront ces fonctionnalités-là. Un autre exemple, Copilot. Donc, c'est peut-être... Qui utilise Copilot? Ok, un tiers. Copilot, comment ça marche? Donc en fait, vous commencez à taper du code, il va un peu s'inspirer de tous vos onglets, de tous vos fichiers ouverts. Il va récupérer un peu le code, le commentaire que vous avez mis autour de votre code. Il va envoyer tout ça sur les serveurs de GitHub et il va vous suggérer les prochains caractères de votre code. Comment ça marche? Donc vous envoyez votre code à GitHub. En fait, chez GitHub, ils ont sur leurs API, ils vont faire un premier nettoyage de données sur tout votre code. Ils ont utilisé même plusieurs IA pour un peu nettoyer votre donnée et trouver quel est le plus pertinent dans ces données-là. Et ensuite, il va faire la requête au LLM, un LLM spécialisé dans le code. Et ensuite, en réponse, on fait pareil, mais dans le sens inverse. Donc on reçoit une réponse qui est plus ou moins longue, qui contient plus ou moins des données privées, parce que potentiellement le LLM il a été entraîné sur des données, sur du code privé qui contient peut-être même des tokens. Et donc là, GitHub va faire tourner un autre modèle qui va permettre de détecter des tokens, des clés d'API dans la réponse du LLM. Donc il va nettoyer toutes les réponses. Je crois de me souvenir, toutes les réponses qui font plus de 150 caractères, GitHub va les supprimer, parce qu'au-delà de 150 caractères, il considère que c'est du code privé et du code qui pourrait avoir des problèmes de droit d'auteur. Et il vous envoie une réponse dans votre GitHub. Voilà, ce que je vais vous montrer là, c'est qu'en fait, vous n'utilisez pas forcément un seul modèle dans votre requête. Vous pouvez combiner plusieurs modèles, nettoyer un peu les réponses en entrée, nettoyer les queries en entrée, les réponses en sortie. Et donc voilà, c'est un ensemble d'outils qui vous permettent de faire quelque chose de qualité à la fin. Un dernier use case à Scribe. Alors on reçoit plein de feedback, donc on fait de la synthèse, ok, mais on fait aussi de la classification. Et le problème, c'est qu'on reçoit des feedbacks dans plein de langues différentes. On reçoit des feedbacks, vous avez vu le RAS,
Ça, c'est très compliqué à classifier, un RAS, parce que en fait, si vous l'envoyez tel quel, votre LLM, il ne sait pas ce que ça signifie, hein, il ne sait pas si c'est du français, du russe ou je ne sais quelle langue inconnue, ou un acronyme. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du zero-shot learning. Donc, vous demandez à votre LLM, voici mon feedback client, I love being able to chat with support, et donne-moi la catégorie. Donc, votre LLM va vous sortir peut-être 100 mots-clés différents pour catégoriser ce verbatim. Vous avez une autre façon qui est un peu plus précise, ce qu'on appelle du single-shot learning. Là, vous allez lui donner une liste de catégories que vous vous attendez à recevoir en sortie. Donc, c'est beaucoup plus précis. Une autre façon d'y arriver, c'est de ce qu'on appelle le few-shot learning. Là, vous lui donnez des exemples. Par exemple, par le passé, j'ai reçu un feedback « I love being able to chat with support » que j'ai classifié comme étant thankful. Un autre feedback, machin, qui était plutôt un hater. Et maintenant, je reçois le feedback RAS. Classifie-moi ça. Ça, c'est bien, mais mon RAS, je ne sais toujours pas le traiter. Parce que RAS, c'est quoi? C'est un acronyme? C'est du russe? Bon, mon LLM, il ne sait pas trop. Donc là, vous avez une dernière technique qu'on appelle le fine-tuning, où l'idée, c'est de réentraîner un modèle existant avec des données privées qui vous appartiennent. Là, ces données, vous les connaissez très bien, ces données sont de bonne qualité, et vous êtes capable d'associer de classifier. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2000 feedbacks représentatifs de nos clients dans plein de langues différentes, et à chaque fois, à la main, on les a labellisés, en disant, celui-ci, c'était le feedback d'un hater, ça, c'était une demande de feature, ça, c'était un report de bug. Voilà, on a fait ça sur 2000 feedbacks, et ensuite, on a réentraîné un modèle de manière à ce que le modèle soit capable de comprendre un RAS et comprendre que non, tout va bien. Voilà. Alors, pour faire du fine-tuning, vous avez besoin d'un modèle de base. Vous ne repartez pas vous faites pas un entraînement from scratch, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Llama 3, je crois que ça coûtait 50 millions à l'entraîner, donc on n'avait pas le budget, clairement. Donc en fait, la plupart des modèles auxquels vous avez accès aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle maintenant des foundation models, et vous allez pouvoir les réentraîner pour ajouter l'affiner, on va dire, pour une tâche précise sur laquelle vous avez besoin de lui, quoi. J'ai rajouté Stable Diffusion, qui est un modèle pour générer des images. On peut le fine-tuner comme un modèle de langage traditionnel. Ouais. Du coup, c'était performant le fine-tuning? Ah ouais. Ton RAS? Rien à voir. Oui, ça marche. Ouais. Et c'était combien le coût, du coup, sur tes 2000 d'accord, en fait? Le coût d'entraînement? Ouais. Oh, je sais pas, quelques dizaines d'euros. En fait, il y a une techno qui s'appelle LoRa qui permet de rentraîner qu'un seul layer plutôt que entraîner tous les layers dans ton LLM. En fait, ça se fait en quelques heures et ça coûte rien, quoi. Et après, pour le faire tourner, en fait, vous êtes obligé d'héberger le modèle chez vous, dans votre propre infrastructure, parce que c'est votre modèle à vous. Et ça coûte aussi cher que n'importe quel modèle, parce qu'en fait, c'est un modèle, quoi. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ce que je vous ai dit, donc en fonction de votre besoin, le plus simple, c'est de commencer avec du prompting. Si vous avez un petit peu de données, vous pouvez faire du fusion prompting en lui donnant des exemples de la tâche à réaliser. Si vous avez encore plus de données, vous pouvez faire du RAG, donc en faisant une corrélation entre des sources ou des documents internes que vous avez mis dans une base de données vectorielle avec une demande de votre client. Pour aller encore plus loin, vous pouvez faire des agents, vous pouvez faire interagir finalement votre LLM avec plein d'outils d'API en tout genre. Et si vraiment vous avez beaucoup de modèles et que vous avez besoin de faire une tâche bien précise, vous pouvez aller jusqu'à faire un réentraînement, c'est-à-dire du fine-tuning. Voilà. Globalement, les deux choses là en haut, Adjoint et RAG, c'est un truc que vous allez pouvoir faire avec LangChain. C'est une techno initialement qui était en Python, mais maintenant qui est disponible dans la plupart des langages. Et je pense que pendant le hackathon, beaucoup d'entre vous vont utiliser LangChain. Si ça vous intéresse, allez voir, vous verrez, c'est hyper simple. Voilà. On est parfait. Salut tout le monde. Moi c'est Simon, donc je travaille avec l'équipe sur Shift et ma facette elle est de développer très médiocrement, ça se dit? Je parle même pas bien en plus, c'est pas grave. Non, moi j'étais chez mes cours de web quand j'étais en études. Je suis plutôt le designer de l'équipe, mais qui est ultra passionné de numérique depuis toujours et de digit, à avoir monté plusieurs sociétés dans le délire. Et en fait moi c'est mon métier à 100% depuis à peu près un an. Je fais de la culturation de la conf, la détection d'opportunités avec du design thinking. Ensuite, on accompagne les boîtes. Enfin, j'accompagne les boîtes parce que je suis en Indé sur de la transfo après, formation transfo. Donc voilà, j'accompagne des boîtes. Ça peut aller des stylistes de chez Undies. Je suis le prof des stylistes de Undies, mais en même temps, lundi, j'étais chez Generali pour de l'audit interne
sur de l'identification de problèmes très spécifiques. Là, ce dont je vais vous parler, c'est pas de technique et je suis content. Samuel, tu as pu en parler. Moi, je vais vous parler d'IA et de projets créatifs et comment en fait je me débrouille sans passer par du code pour en fait accompagner des boîtes et ils obtiennent des avantages compétitifs hyper élevés sur des sujets. Et là, notamment, c'est sur la création. Donc, je suis assez content. Il n'y a pas beaucoup de designers qui sont là. Bon, la team produit et team designer, soyez avec moi. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer que moi, j'ai pas dev du tout, mais en fait, une accumulation d'IA utilisées les uns à la suite des autres. En fait, ce que j'ai essayé de penser, c'est pas de bien coder et de bien connecter les API, etc. Mais c'est surtout de me dire, si les outils, je les accumule de la bonne manière les uns à la suite des autres, ça fait un projet concret. Alors, pour faire simple, moi, je propose aux entreprises qu'on crée un trailer de série Netflix en 3 jours, avec le fait d'apprendre à utiliser les IA dans les 3 jours. Donc normalement, c'est pas possible de faire ça, mais ça s'appelle un prototype. Alors le vrai sujet, c'est que c'est un trailer de série où il faut accepter qu'il y ait des défauts, mais en fait, surtout, ils en ont besoin pour les appels d'offres. Donc pour ceux à qui ça parle, en agence de com et de pub, il faut montrer à son client que le spot publicitaire à la télé, il va être meilleur avec ton agence qu'avec l'autre agence. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, pour apprendre, plutôt que de faire une simulation de spot pub qui va gonfler tous les créas, ce que je leur propose, c'est de faire une série Netflix. Et là, j'ai toutes les équipes créa des agences qui sont comme des fous, où je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, je fais le process rapidos. Bien évidemment, on a le recueil client, etc. Je pourrais mettre de l'IA là-dessus, mais j'avais pas envie d'en parler à ce moment-là. On fait le concept, on a le scénario, on pense les épisodes, il y a la direction artistique. Faut concevoir le trailer, qu'est-ce qu'on va montrer dedans, faire le storyboard, on a notre trailer et il faut penser à chaque moment qu'est-ce qu'on voit dans notre trailer. Les images, pour le storyboard, on va pas faire qu'un story, donc un trailer, faut que les images on les transforme en vidéo, faut qu'on s'occupe de la musique, qu'on fasse les bruitages, voix et doublage, le montage et on se retrouve à avoir un spot complet. Ok. Les premières fois que j'ai testé ce genre de choses, c'était pas du tout en entreprise, je me tape un week-end complet à me dire vas-y je fais un trailer d'une série, je m'en fous. Et je fais ça assez régulièrement, c'est un peu une habitude pour ceux qui ont fait des game jams, startup weekend, c'est un peu habituel, donc moi je suis un peu de cet univers-là. Premier outil que j'utilise, Better Dictation, ça c'est canon, c'est que pour les utilisateurs de Mac, la licence est de $24 à vie. Ça fait qu'à chaque fois que je parle et que j'appuie sur 2 boutons sur mon clavier, ce que je dis, ça l'écrit, et c'est multi-app, donc ça c'est canon. Donc je suis sur mon mail, je dois écrire un long mail, j'appuie sur CTRL et W, moi je crois que j'utilise ça. Je parle, hop, ça fonctionne, puis ensuite je suis sur Discord, ça fonctionne, puis après je suis sur Messenger, etc. Et notamment, quand je dois faire une requête sur ChatGPT ou une autre IA, j'ai juste besoin de parler. Donc ça, c'est canon pour moi, ça me fait gagner un temps fou. Alors sur leur site, ils disent ça fait gagner, ça divise par 5 le temps qu'on prend pour faire un long message. Franchement, méga rentable. Les 20 balles, ça fait 1 mois, 2 mois que je m'en sers, trop bien. Et notamment, pour mes clients, ils aiment trop les créatifs, ne pas avoir à écrire pendant des heures et se concentrer sur la spontanéité de la parole. Donc ça, c'est Better Dictation. Alors, pour faire simple, comme je vous disais, je vais vous parler de techno qui sont peut-être pas des choses à installer sur son PC, je sais pas quoi. Non, en fait, moi, j'utilise des fonctionnalités peut-être fondamentales d'IA sur lesquelles il faut raquer, pour payer pour s'en servir. Tout ce qui est concept, scénario, épisode, ce que j'ai fait, c'est assez simple, c'est créer un GPT sur ChatGPT. Il y en a qui l'ont déjà fait. Créer un GPT, vous voyez ce que c'est? Ouais. En fait, vous contextualisez votre outil ChatGPT, je le fais sur mesure. Alors en fait, moi le principe il est simple, je lui ai demandé d'incarner un profil créatif et en input, je lui mets des références culturelles, créatives et méthodologiques sur de la narration, sur de la série, le type de film qu'il aime bien, le type de musée auquel il va, etc. Et donc en fait, quand je l'applique en entreprise, ce que je vois, c'est que c'est les profils les plus seniors et les plus cultivés qui font les meilleurs GPT par rapport aux juniors, qui sont un peu, j'étais intervenant dans des écoles de design notamment, il y a un peu un truc quand on est assez junior d'être focus, j'aime le manga, je regarde full truc manga, j'aime les trucs métal, je regarde full truc métal, et en fait plus on est senior, plus on essaye de s'ouvrir en général, et en tout cas ça dépend des profils. Là ce qui se passe c'est qu'on fabrique un profil créatif qui va nous aider pour créer la série. Dans les agences dans lesquelles je suis intervenu, notamment une qui s'appelle Libre Mullenlow, ils ont des concepteurs-rédacteurs, donc ceux qui font de la conception-rédaction, voilà, logique, très, très logique, qui font des bêtes de spot et qui gagnent des prix et qui me disaient ouais, ChatGPT pour écrire un truc, je pense pas, je m'en suis servi, c'est pas drôle, le texte ça se voit que c'est ChatGPT, j'ai vu sur LinkedIn direct, et ben en fait non pas du tout si on le bosse bien. Donc on l'a super bien bossé et ça a fait qu'ils étaient carrément sur le cul d'avoir des idées, des concepts, des punchlines, des noms, bref ça marche trop bien.
Donc, on s'en est servi pour le pitch, enfin le concept de la série, pour le scénario, donc l'univers de la série, le monde, les personnages, l'approche narrative, et ensuite les épisodes, on avait tous les noms de chaque épisode et contenu, micro-affinés par les créatifs. Okay, là, l'objectif, c'était en 3 jours d'aller assez vite. Donc, dès que j'ai vu que les concepteurs-rédacteurs voulaient absolument trouver le nom parfait du personnage principal, je lui disais non, on va plutôt on va modifier les instructions du GPT pour qu'il te propose des meilleurs noms. C'était l'optique. Ok ? Donc, on se sert de ce profil créatif, et puis après, on part sur la partie direction artistique. Là, je vous ai dit, ils ont tous trouvé le concept, ils ont trouvé la série, les épisodes, qu'est-ce qui va se passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'utilisation d'un GPT et de Midjourney, que vous connaissez peut-être, qui est une intelligence artificielle qui permet de générer des images et qui me fait générer toutes les images que vous voyez en background. Alors, en vrai, je ne sais pas du tout si c'est un nom officiel, mais c'est ce que j'utilise et tout le monde comprend. En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'on m'a souvent dit sur Midjourney, je ne sais pas comment prompter, est-ce que ChatGPT peut me dire comment le faire ? Et en fait, je me suis posé la question de le faire vraiment et de le bosser vraiment. Donc en fait, je crée un GPT qui sait et qui connaît par cœur la méthodologie de Midjourney pour générer des images. Donc il sait faire un prompt Midjourney. Et en gros, l'objectif, c'est d'agrandir une petite phrase et qu'elle devienne méga mastoc, parce que les dernières versions de Midjourney demandent de faire des textes beaucoup plus longs. Je vous donne un exemple. Un homme avec son chien. Ça, c'est ce que j'écris dans mon GPT, et c'est un GPT thématique, vous allez reconnaître. J'ai fait un GPT Fallout, et du coup, je me suis dit, je vais juste écrire un homme avec son chien, et ça m'écrit ça à la place. Ok ? Du coup, si j'utilise pas le GPT, je génère ce genre d'image, et si j'utilise le GPT, j'ai ce genre d'image. Voilà. Donc là, ça me permet, en 2-2, si je construis bien mon GPT Prompt Upscaler, de lui donner de l'info pour moi gagner du temps. Alors, je suis absolument fan de faire des bidouilles de prompt sur Midjourney. Je suis toute la journée dessus, je mets des mots qui n'existent pas, j'utilise des techniques, des formules mathématiques pour faire bugger le truc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur ce sujet, là, dans la série, ce dont j'avais besoin, c'est qu'il soit capable de vite générer des images et du coup de ne pas passer 10 milliards d'années sur le bon plan. OK ? Alors, on lui explique, alors c'est le classique, sur Midjourney, on commence par le type d'image, le sujet, les détails, le type de caméra qu'on utilise, la résolution, les paramètres, etc. Ça, c'est super. Et du coup, mon bot, il sait écrire comme ça. Donc, si je dis une femme avec une hache de foudre, je sais pas, dans la forêt, machin, et ben automatiquement, il va mettre Cinematic Shot Off. Il va tout décrire comme ça, il décompose tout, ce qui permet de tester un peu plus vite. Et donc, en fait, on va améliorer notre recherche de direction artistique avec les résultats que produit le GPT, mais surtout gagner du temps sur la rédaction, parce que je vous assure, les créatifs, quand j'avais les directeurs de création et les directeurs artistiques, ça les saoulait d'écrire et de décrire l'image qu'ils ont. En fait, ce qu'ils veulent, c'est prendre le micro, et avec Better Dictation, ça va super vite. Tu ouvres le GPT, tu appuies sur ton truc, ouais, ChatGPT, je veux un gars dans la rue avec un fusil à pompe et avec un chiot, mais le chiot, il a dans sa bouche un petit doudou qui est en fait machin truc, il raconte ça, parce qu'il a son idée, et si le GPT est bien fait, ça se traduit en prompt et l'image, elle est faite. Alors, le prompt upscaler, ce qu'on a fait, c'est que pour qu'il comprenne bien l'univers de la série, en fait, j'ai déjà fait un GPT juste avant. J'ai fait un GPT qui est le profil créatif, qui connaît par cœur la série. Donc en fait, ce que j'ai demandé au GPT qui connaît par cœur la série, c'est de me défoncer de PDF qui explique toute la série, le monde, l'univers, comment les gens s'habillent, comment ils mangent, comment ils font ça. Donc là, on a une méga doc sur l'univers de la série. On recheck, on valide que c'est bon. Ensuite, on le donne en entrée au prompt upscaler. Le prompt upscaler, on est dans l'univers Fallout. Même si vous lui dites quelqu'un qui sourit, non, mais j'exagère parce que ça va, Fallout, ça sourit un peu, mais il y a quelque chose de propre avec le prompt upscaler, sera sale, parce que Fallout, c'est un univers dégueulasse. OK ? Donc voilà. Je voulais mettre cette image parce que j'en avais marre de mettre des images un peu noires, grisées par-dessus. Midjourney, c'est bien, mais ça fonctionne en duo avec une autre app. Il y en a qui utilisent Magnifique un peu ? Non ? Ça coûte 40 balles par mois, en vrai, je peux comprendre. C'est pas forcément... ça coûte un peu cher. Ça vient d'être acheté par FreePic. Voilà, si jamais. Magnifique, ce que ça permet, c'est d'augmenter la taille de l'image, la qualité de l'image. Donc ça génère des pixels supplémentaires quand ça augmente la taille. Ça fait jusqu'à du x10, x16. Et ça peut faire du 10K en qualité d'image. Okay ? Donc quand on génère sur Midjourney, ça nous permet d'améliorer. Donc par exemple, là pour la série en question, ils avaient généré cette image. Là, j'ai juste fait un petit x2 pour améliorer, mais du coup, ça me permet de cumuler les deux. Là, j'ai ce personnage. On identifie que c'est de l'IA. Ça se voit très très vite si on est habitué à avoir des images IA. On le passe sur Magnifique.
ça retraite, et là, les images que vous allez voir après, bah, c'est des visuels de leur série, mais du coup, c'est bien amélioré grâce à Magnifique. Donc ça, c'est combo. Donc là, déjà, j'ai Better Dictation, j'ai ChatGPT, 2 usages différents. Je passe par Midjourney, ensuite j'utilise Magnifique. Ok? Je crois que je parle super vite. Je parle trop vite ou pas? J'ai le temps? Ok, parce que j'ai pas regardé. Je me suis enflammé, désolé. Je me mets un petit timer comme ça, je me calme un peu. Merci beaucoup. Alors... eux, c'était sur une thématique de la mode, du coup, ils ont repris Jacques Mus et ils l'ont adapté à leur sauce. Et donc, on a pu avoir des images super quali, en fait. Hop là, voilà. Avec des thèmes super intéressants. Ouais, sur un trailer et tout. À la fin, je vous montre à quoi ça ressemble, le trailer. C'est pas une bête d'ambiance, ça va pas être au top. Donc, la conception du trailer, parce que les GPT nous aident aussi sur la construction, ils sont super forts en storytelling, donc ils vont nous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans le trailer. Là, storyboard des images, on est bon. Donc là, en fait, ils arrivaient à avoir, au bout d'une journée, à peu près, ils avaient tout le trailer de... Alors là, ils ont fait plutôt teaser, c'est 44 secondes, et ils savaient quelles images ils allaient mettre à toutes les 44 secondes. Alors ceux qu'on fait un peu d'images et de vidéos, bah voilà, ça nous permet d'avoir un vrai aperçu. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire ça. Alors il y a Sora qui a été évoqué, vous avez dû le voir, OpenAI. Oh là là, les vidéos sont incroyables, c'est magnifique, Sora c'est trop bien. Bon, c'est top. En Chine, ils ont des modèles qui permettent aussi de faire de la vidéo de fou. En fait, c'est trop bien de fantasmer des trucs qui vont sortir, mais il y a des trucs qui existent. Et donc je trouve que c'est mieux. Je me suis dit, je vais utiliser Runway. Runway, en fait, c'est assez simple. Tu lui donnes une image. Enfin, tu peux mettre du texte et faire une vidéo. Mais moi, ce que je fais, je lui donne une image et ça la transforme en vidéo. OK ? Alors, il faut avoir en tête que si tu donnes une image et que tu la transformes en vidéo de 4 secondes, ça veut dire que ça va générer approximativement 90, 80, 100 images. Donc, ça dégrade la qualité. Mais c'est pas grave. Et il y a un outil, moi, que j'adore. C'est le Camera Motion. Donc là, j'ai généré cette image sur Midjourney. Ça, c'est l'interface du logiciel. Et en fait, j'aime trop, l'image, elle est générée. Et là, il me demande de faire bouger le caméraman. Genre. Il faut que le caméraman, il bouge. Donc, est-ce que le caméraman, il bouge sur le côté, en haut, de plein de manières différentes? L'interface, elle est hyper facile. Donc, j'ai cette image initiale qui est générée, qui est upscalée sur Magnifique. Et là, je vais décider de demander au caméraman de se déplacer sur la gauche. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis le visuel et ça devient une vidéo en 2:2. Voilà. Donc là, ça devient intéressant si... on peut faire d'autres choses. Il y a une autre option. Attends, je vous le laisse un peu comme ça. Ça donne pas mal, non? Ça rend bien. Pas besoin de Sora pour faire des trucs. On a le Motion Brush. Alors ça, c'est trop cool. Comme son nom l'indique, tu colories quelque chose, tu dis dans quelle direction ça bouge, et ça bouge dans la direction dans laquelle tu as dit que ça allait bouger. Donc en fait, ça permet, il y a une balle sur le sol, tu colories, tu dis vers la gauche, et la balle, elle va vers la gauche. Ok ? Je vous donne un exemple parce que je me suis un peu donné. J'ai fait avec plein de visuels différents. Donc parfois, il y a la caméra qui avance, parfois ça bouge, parfois on fait bouger des éléments. Alors là, je m'étais tapé un délire pour essayer de faire un test pour un clip pour, de la city pop. Bref, je m'en voulais pas. Mais par contre, on peut peut-être plus faire e-commerce. Donc là, j'ai essayé de faire avec des visuels qu'on imaginerait bien dans une gare, dans un aéroport, sur des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien avec la porte en bas, avec les feuilles, c'est que j'ai que colorié les feuilles. J'ai uniquement colorié les feuilles et ça a pris en compte les ombres derrière. Pareil, j'ai fait un tout petit mouvement de caméra sur le chien et en fait, il a pensé les ombres, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et la problématique, elle n'est pas technique, elle est créative. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser son projet et non pas juste essayer d'avoir systématiquement le modèle le plus puissant, etc. On peut déjà faire des trucs canons. Sauf que le problème de mes clients, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc ils me demandent de le faire. Et chez moi, et ensuite je le fais chez eux. Donc là, par exemple, je vous donne des exemples avec des visuels que je vous donnais tout à l'heure. Ou encore, voilà, donc on voit des petites déformations, mais la thématique, elle est sécurité, caméra de surveillance, et il pleut sur Paris, c'est super. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Ok ? Ça fonctionne pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas mal. Ça aurait été un peu plus coûteux de sortir une caméra et de faire tout ça. On est pas mal. Là, c'est là où je vais voir si le volume est suffisamment fort. T'as mis à fond ou pas ? Ok, bon, on va voir. Ouais, moi je vais tester, puis si on n'entend rien, je mettrai plus fort. On a quoi ? Alors j'ai laissé analyse de marché, mais c'est le truc que j'ai enlevé à la dernière minute, c'est pas grave, vous n'en voulez pas. On a pas mal de choses là. En fait, on a nos vidéos, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, et l'audio, l'expérience auditive, elle est centrale.
pour convaincre. Donc on fait de la musique. Ce que je vous propose, même si vous avez dû voir plein de trucs sur Internet sur la musique, moi ma préférée c'est udio.ai. Il y en a qui ont testé, en levant la main. Ouais, un peu. Il y en a qui ont peut-être testé Suno. Ouais. Alors moi j'utilisais Suno, puis après j'ai testé Udio, puis après j'ai eu des frissons de fou furieux sur 2 ou 3 musiques et je me suis dit ok on arrête tout de suite. Je passe sur Udio. En plus à l'époque, c'est-à-dire il y a 3 semaines c'était gratuit mais c'est plus le cas. Ça qui est bien c'est qu'en fait j'ai des étudiants, je leur dis vous inquiétez pas c'est gratuit, le lendemain ça ne l'est plus et puis après c'est 10 balles donc 20 de plus. Le principe il est simple. Vous décrivez votre musique en mettant des mots-clés. Ensuite, vous décidez soit d'écrire vos propres paroles, de faire une instrumentale only, ou d'auto-générer des paroles en fonction de la thématique de votre musique. Franchement, déjà qu'on ne fait pas grand-chose, go écrire les paroles. Et à la limite, utilisez un GPT qui connaît par cœur la série pour écrire les paroles, vu que même si tu lui dis un truc joyeux, vu la gueule de la série, il va forcément faire un truc psychodramatique. Alors, ce que je vous propose, et parce que je suis vraiment un rat, je ne vais pas mettre une musique que j'ai fait, mais une que j'adore, qui est sur le site. Et c'est là où on va voir... Ouais, attends, je vais mettre plus fort. Est-ce que je suis au max, là, volume ? Donc au bout de 30 secondes, elle va se mettre à chanter. Et donc là, c'est 100% généré, aucune intervention. Donc là, on arrive à faire des trucs qui fonctionnent un peu mieux que les bidouillages d'il y a quelques mois. Je laisse 2 secondes, vu que je suis en avant, je parle trop vite. Voilà, c'est pas mal, non? Ça rend bien. Alors bien évidemment, c'est Udio qui génère l'image de profil même de la jaquette. Donc voilà, musique et chant 100% généré, t'as de la 4G sur ton ordi, c'est bon, c'est réglé. Donc pas mal, je leur ai donné cet outil-là, ce que je leur ai demandé c'est de faire la musique. Ensuite on est passé sur Eleven Labs, que vous connaissez peut-être. Eleven Labs qui permet de faire de la voix, etc., mais qui permet aussi de faire des sound effects. Et je ne sais pas pourquoi j'ai plusieurs comptes Eleven Labs, il y en a un qui m'autorise à faire de la vidéo tout sound effect. Donc je lui donne une vidéo qui n'a pas de son et ça me fait les bruitages de la vidéo. Voilà, donc je donne une vidéo, il n'y a rien. Et s'il voit qu'il y a une voiture, il fait le son de la voiture qui roule. Voilà. Trop bien. Donc pas de prise de tête. T'as filmé un truc quasi sans prompt, ouais. Tu lui donnes et il détecte ce qu'il y a sur l'image pour faire le son de l'image. Donc on a fait les bruitages et l'ensemble ça fait musique plus bruitage. Je vais juste mettre avec une... Et du coup ils m'ont mis une thématique hyper dark sur leur série. Je crois que c'est bon. Donc le truc bien anxiogène. Plein de balles. C'est juste un extrait, ça va, je vous ai bien entendu, c'est bon. Autant dire que parce qu'en fait ils l'ont testé, ils l'ont découpé. Sur Udio on fait 30 secondes par 30 secondes, donc ils ont pu se dire ah tiens l'intro c'est pas mal, on accélère, on change les mots clés, puis ensuite je sais pas vous avez entendu, il y a un petit dérapage, il y a des petits bruits, des tapotis sur le sol, etc. Ils ont tout ajouté. C'est une personne toute seule qui l'a fait en 2-3 heures, qui est habituée à gérer le sound design là-bas chez eux. Et je leur ai demandé de ne pas ouvrir de logiciel de sound design. Donc c'est à l'arrache sur Premiere Pro, ils ont mis les trucs les uns à la suite des autres. Voilà, c'est le moment où je regarde de faire mes blagues quand je fais les praises. Eleven Labs, si jamais je vous en ai parlé, là ils s'en sont pas servis dans ce projet-là parce qu'ils sont trop dark pour qu'on entende des gens parler. Mais si jamais Eleven Labs, vous pouvez copier la voix de n'importe qui. Normalement, moi j'ai essayé de le faire avec un de nos amis. Je suis ravi de pouvoir participer au Hackathon Shift.
c'est une parfaite option pour moi avant de partir en Espagne. J'espère que je vais pouvoir exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle générative. Alors, ce que j'ai fait, ça m'a pris 5 minutes d'aller sur YouTube, de prendre ses interviews, de découper, ensuite de mettre sa voix, d'aller sur Midjourney, de approximativement nous créer un maillot de foot shift et approximativement avoir un cousin éloigné de Mbappé et de générer le truc avec le orange de la couleur de la DA. Et ensuite de le faire parler. Il y a d'autres groupes qui l'ont fait. Alors là, vous voyez text to speech, mais aussi speech to speech, parce que là, vous manquez peut-être vous dites peut-être, il manque il est pas assez vivant, quoi. Parce que là, j'ai voulu vous le traduire text to speech. Mais en fait, on peut passer en speech to speech. Donc vous parlez, vous faites votre meilleur acting, et puis ensuite, c'est la voix de Mbappé. Alors le souci avec ça, c'est que du coup, il faut faire de l'acting en essayant d'imiter la voix, etc. Donc en fait, c'est proportionnellement à votre capacité à jouer le personnage que vous allez avoir une meilleure réponse. Ok ? On a tout vu, mais en fait déjà on est passé par plusieurs IA, enfin vous voyez le processus. Dites-vous qu'ils n'avaient jamais utilisé, donc ils m'ont un peu fait... on n'a pas ouvert Photoshop, on a rien ouvert en fait, on a rien ouvert d'habitude, et ça a complètement repensé leur processus. Le résultat, c'est ça. Voilà. Pas mal, non? Ça marche bien? Pendant les questions, vous direz que vous avez aimé. Non, eux-mêmes, ils étaient hyper surpris. Il y avait des directeurs artistiques, directrices artistiques, la direction de création qui fait ça depuis des années, qui répond à des appels d'offres tout le temps. On dit, mais là, en 3 jours, et le matin, on faisait atelier découvrir les outils. Donc, ils avaient juste pas du tout le temps. Donc là, maintenant, ça veut dire que solo, ils sont capables de le faire en une journée et demie, une journée. Si je viens en équipe, je sais pas, on peut peut-être... allez, on se pose 6 heures. Boum, on sort le truc. Donc après, fabriquer quelque chose en 6 heures, sauf si on a envie de faire n'importe quoi, en général, on essaie de pas le faire. On essaie de laisser reposer, mais on peut se dire, tiens, je fais le concept en début de semaine le lundi pendant 2 heures, puis je laisse reposer pour que mercredi, je génère la DA pendant 2 heures, puis ensuite... cet enchaînement-là fait que le temps... c'est toujours 6 heures, mais on a eu le temps de reposer parce que ce qui reste. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que la colorimétrie est maintenue, c'est qu'il y a des choix de direction artistique qui sont plutôt pertinents, qu'au niveau du rythme, le montage est plutôt cadencé. Et donc voilà, je voulais vous montrer ça pour vous faire un peu la démonstration qu'ils n'ont pas eu besoin de coder. Et là, par contre, quand on a fait cet exercice-là, on s'est rendu compte que si des devs développaient des petits outils à certains moments pour simplifier certaines tâches, ça aurait pu être encore plus rapide. Mais là, déjà, le temps passé pour avoir ce résultat-là, ça veut dire qu'il y a une accélération, donc c'est pas mal. Ce que je leur dis souvent, c'est que moi, mon métier, c'est d'accompagner les agences à faire ce genre de truc pour qu'en appel d'offres, ils soient plus performants par rapport aux autres. Mais du coup, c'est un peu une course à l'armement aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils vont arriver avec leur truc canon, la marque va accepter, mais du coup, les autres agences vont vouloir, et ça va être crescendo. Et donc, il va y avoir il y a plein de questions qui vont se poser. Mais voilà. Et j'ai eu un applause, c'est pas mal. Enfin, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est la vidéo. Moi, je suis bon. J'ai rien d'autre après. Donc, c'est à toi de jouer. Ok. Alors, on peut reprendre. Donc, du coup, là, on a vu des use cases techniques avec Samuel. Les bases du langage génératif, comment on utilise, quels sont les cas d'usage techniques, quels sont les cas d'usage créa avec Simon, sur un gros cas d'usage un peu velu qui lui a pris 30 minutes de parole. Moi, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous parler de cas d'usage métier, mais je vais essayer de couvrir quelques métiers différents, pas faire un focus unique sur un seul métier, pour que vous puissiez voir pas mal de cas d'usage différents. L'idée, c'est de faire un peu une overview, tout en réutilisant toutes les technos que vous avez vues jusque-là avec Samuel et Simon. La façon dont on va fonctionner, c'est que à chaque fois, pour chaque métier, je vais faire une petite slide process. Donc globalement, voilà le process qui existe sans IA.
et voilà à quel endroit on va ajouter de l'IA générative pour pouvoir améliorer le process existant. Donc là, j'avais une slide magnifique sur un process de création de vidéo, classique. Et donc, moi je vais démarrer par ce sujet-là. Là, Simon vous a montré comment on faisait une bande-annonce, mais on peut aussi imaginer en communication comment est-ce qu'on va utiliser l'IA pour un process de création de vidéos sur les réseaux sociaux. Et donc globalement, moi j'ai choisi de me concentrer sur la partie post-prod, même si on peut utiliser l'IA un peu partout sur ce process-là. Donc globalement, yes, slide blanche, ok. Hop, un des premiers cas d'usage, c'est celui-ci. Je vous laisse écouter. Vocal translator that's drag and drop, so I can just drop this in, and it theoretically should just make it the new language. And then also, it should translate my lip movement so that it matches that new language. So we'll see how it works. I am required to talk for at least 30 seconds to even use this thing, so I guess I'm going to keep going here. So I don't have anything else to say in particular, but hopefully this works well and makes some really cool translating clips. So there we go. D'accord, donc apparemment c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. Qui avait déjà vu cette vidéo? Ok. Quand même une majorité d'entre vous. Ok, cool. Ça, c'est Agent qui fait ça. C'est un outil qui est accessible, qui est cher, mais vous pouvez aller le tester si vous voulez par vous-même. Globalement, vous avez compris, ça fait de la traduction à partir d'une vidéo, mais ça reproduit aussi la synchronisation labiale et c'est ça qui est le plus impressionnant. Bon, la fin de la vidéo, il fait la même chose en allemand, en italien. Je vous passe les détails, mais globalement. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'outil dans le process de création d'une vidéo? Imaginez que vous faites une vidéo en français, et ben vous pouvez maintenant la traduire facilement dans plein de langues pour pouvoir attaquer des marchés et aller plus facilement à l'international. S'il y a une personne qui ne parle pas allemand dans votre équipe, mais que vous avez envie d'aller attaquer l'Allemagne pour voir comment ça répond, j'en sais rien, et ben c'est possible. Ok. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qui est intéressant. Un autre cas d'usage que moi j'aime bien, et qui devient vraiment hyper important. Alors j'ai vraiment une mauvaise connexion visiblement. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on se rend compte que il y a un bien meilleur temps où les gens restent accrochés à la vidéo s'il y a des sous-titres. Vous l'avez certainement expérimenté. Quand vous êtes dans les transports, vous ne mettez pas le son sur votre vidéo et si vous n'avez pas d'écouteurs, et ben s'il n'y a pas de sous-titres, vous skippez. Donc un des cas d'usage de la GenAI, c'est de pouvoir ajouter des sous-titres automatiques. Et ça, c'est ce que fait notamment Submagic. Donc vous le voyez juste ici. En fait, juste en analysant la vidéo, il va pouvoir vous générer un fichier de sous-titres que vous pouvez ensuite éditer. Et puis bon, après, il y a d'autres effets par rapport à la création d'un short. Mais c'est celui-ci qui est le plus intéressant, c'est vraiment la création de sous-titres. Et ça vous évite de devoir vous taper le tout à la main. Ça, c'est hyper pratique. Bon, il y en a plein d'autres qui le font, mais j'ai choisi celui-ci. Moi, j'essaie de vous présenter une majorité de boîtes françaises. Agent, c'était une boîte américaine. Submagic, c'est une boîte française. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ouais, ça, je trouve ça cool aussi. Ça, c'est CapCut qui fait ça. Donc, c'est pas français, CapCut, mais c'est assez intéressant. Je vous laisse regarder. If you're struggling to get your words out when recording video without pausing or saying there's a feature on CapCut will remove those automatically for you. Let me show you. Here's a video I recorded earlier in CapCut. Let's play back. Hi, I'm testing out this new feature from CapCut called Remove Filler Words. It's basically, it will automatically recognize the pauses, the the R's. So what I have to do is right click on the clip and choose remove filler words. Then it will start analyzing the clip for pauses, filler words, etc. After that, it will show you a list of words and what it has detected as filler words. Now let's play back the clip again. Hi, I'm testing out this new feature from CapCut called remove filler word. It's basically, you can also manually do it yourself and drag it along the clip. Bon, je pense que vous avez compris. Le principe, c'est de gérer tous les etc. Pour m'être enregistré moi-même. Voilà, je viens de le faire. Voilà, c'est un sacré tic de langage, c'est affreux.
Sur une vidéo de 3 minutes, moi ça me prend, je sais pas combien de temps à l'enlever, et j'ai pas payé parce que je suis radin, mais c'est trop long à enlever les filler words, donc globalement ça c'est aussi une feature qui est plutôt intéressante. Et je voulais terminer par ce truc-là que je trouve intéressant. Il y a un enjeu pour les créateurs de contenu aujourd'hui qui vont par exemple créer une vidéo YouTube, donc sur un format horizontal, à pouvoir publier un peu partout sur toutes les plateformes. Et un élément intéressant, ce qui est cool, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est modifier le format d'une vidéo pour pouvoir en faire un short. Donc je vous laisse regarder. Là, la personne, juste en prenant une vidéo YouTube, en prenant le lien, elle va générer un format TikTok à partir d'un format donc horizontal. Elle va générer un format vertical. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle est bien centrée au milieu de la vidéo. Il va y avoir un suivi des personnages, etc. Et donc, la modification de format à la volée, sans avoir besoin d'aller dans un logiciel d'édition pour pouvoir soi-même recadrer une vidéo et suivre la personne qui se déplace, forcément, ça fait gagner un max de temps. Donc, tout ça, c'est de la post-prod pour de la génération de vidéos aux réseaux sociaux. Je me suis concentré sur ce use case précis, mais des use cases dans la communication, il y en a des milliers, littéralement. C'est un des secteurs où justement il y a le plus de cas d'usage. Je voulais en parler, mais j'ai pas trouvé la façon de le faire, donc je glisse quand même un petit mot. Il y a une boîte nantaise par exemple qui s'appelle Silab. J'en parle parce que c'est une boîte nantaise et qu'on les a vus en talk la dernière fois, qui se spécialise sur la génération d'images brandées. C'est-à-dire que vous avez un designer qui a vous avez fait une image de marque, un logo, et puis des illustrations bien spécifiques. Vous n'avez pas forcément envie de l'appeler pour un petit design, pour faire un post sur les réseaux sociaux. Ce que Silab propose, c'est un outil qui reconnaît en fait le style graphique que votre designer a créé pour vous et qui va vous générer du contenu brandé par rapport à ce que vous avez envie de générer. Et donc, vous irez voir, c'est une boîte nantaise, ils sont très très forts. Et c'est aussi un cas d'usage intéressant de communication. Ok, donc la communication, ça c'est un premier sujet. Passons à un sujet commercial. Alors moi c'est mon métier, vous l'avez peut-être compris. Il y a le créatif, il y a le technique et puis il y a le sales, donc c'est moi. Moi mon métier c'est la prospection. Donc globalement c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est là-dedans où je vais rentrer le plus dans le détail et puis après on va aussi aborder d'autres cas d'usage. Donc comme je disais, abordons d'abord le process. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la prospection ? Premier sujet, il faut cibler, c'est-à-dire il faut parler aux bonnes personnes. Parler à la terre entière, ça ne marche pas. Globalement, quand on cible les bonnes personnes, ça fonctionne mieux. Et puis vous en avez tous marre d'être spammés aussi, hein, donc globalement, vous allez voir le propos. Donc le ciblage, par exemple, moi je vais utiliser des signaux d'achat. Je vais essayer de repérer qui lève des fonds, qui est en train de recruter, etc. Ça c'est ma façon classique de faire. Normalement, hop, j'ai prévu un petit truc, si ça veut bien fonctionner. Hop, juste pour vous montrer très rapidement, en 2-3 secondes, comment ça fonctionne de façon classique. On a un petit outil qui s'appelle Sales Navigator, qui est l'outil de LinkedIn pour trouver des personnes à contacter. Et donc, en fait, c'est comme quand vous allez sur Back Market et que, j'en ai pris un au pif, et que vous cochez des cases et des filtres. Et en fait, quand vous cochez des filtres, ça vous réduit une liste de produits. Là, c'est la même chose, mais avec des gens. Vous cochez des filtres et ça vous donne une liste de gens. Globalement, on peut essayer d'avoir des gens qui sont à Nantes, on peut essayer d'avoir des gens qui occupent un certain poste, etc. Ça, c'est un outil classique de prospection. Hop, il va falloir que je remette mon mode présentateur, bien sûr. Hop. Tac. Mince. Hop là. Hop, hop. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Donc, je disais, on a le ciblage. Ensuite, une fois qu'on a fait notre ciblage, globalement, on va faire ce qu'on appelle l'enrichissement. On a besoin de données de contact et de données de contexte pour pouvoir contacter les gens, pour savoir quoi leur raconter, pour pouvoir savoir comment on les touche, par quel canal. Et donc ça, il y a des outils qui existent, Drop Contact par exemple, pour récupérer de contact, ou The Company APIs. Alors je l'ai mis là parce que normalement Julien avait pris sa place, mais je ne l'ai pas vu. Pas de Julien ? Dommage. Donc du coup, globalement, ça, c'est l'étape hyper importante avant de pouvoir contacter une personne.
comme je disais, les données de contact et les données de contexte. Par exemple, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur le profil d'une personne et on allait lire des éléments par rapport à cette personne et on prenait des notes à la main pour pouvoir personnaliser son approche, pour que ce soit plus pratique. Ok ? Vous voyez le truc venir. Et dernier élément, c'est la prise de contact, quelque chose de classique, mail, LinkedIn, téléphone. Ok, ça c'est un process classique. Selon vous, où est-ce qu'on ajoute de la GenAI là-dedans? Sur l'enrichissement, ouais. Le ciblage, ok. Ouais, globalement c'est ça, on en ajoute partout. Bien vu. Alors, je vais commencer par le ciblage. Il y a un truc cool qui s'appelle, un outil cool qui s'appelle Oceans. Cet outil-là, il permet de faire un truc qui est vraiment trop bien. Il permet de cibler extrêmement précisément, c'est-à-dire de cibler des boîtes qui sont dans des niches. Par exemple, disons que moi, ma cible, c'est des entreprises qui éditent des solutions de gestion des avis clients. C'est extrêmement précis comme client type. Okay, et ça, avec mon logiciel de tout à l'heure, avec mes filtres, hyper galère à trouver. Et bien, Oceans, globalement, qu'est-ce que ça fait? C'est un outil qui va analyser un site web. Donc, on lui donne en entrée un site web. Alors, lui, sur la démo, c'est un site web d'une boîte qui vend des homards. Il analyse le site web et ensuite, par rapport à sa base de données de site web analysé, il va proposer des matchs potentiels pour pouvoir cibler des entreprises qui ressemblent très précisément à ce qu'on a demandé, à la première boîte qu'on a rentrée. Et puis, si on met une deuxième boîte, et en fait, ça va encore plus, affiner la recherche. Et évidemment, on a tout un tas de filtres après. Bon, je cherche des boîtes qui produisent du homard à Nantes ou en France ou qui font tant de chiffre d'affaires, etc. Donc, cette façon-là, c'est ce qu'on appelle du lookalike. Ça permet d'être extrêmement précis dans sa recherche et c'est une façon d'utiliser de l'IA générative dans la partie ciblage. Ok. Sur l'enrichissement, c'est là où on s'amuse le plus, globalement. L'enrichissement, ça permet en fait d'aller chercher de la data qu'on n'exploitait pas avant. Par exemple, ça c'est un message qu'une personne que je connais a reçu. Ce que vous pouvez remarquer là, je vous laisse juste 3 secondes pour lire ce qui est écrit. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est j'ai checké le site de pièces maîtresses. Donc en gros, vous référencez des articles d'éco pour les métiers du design d'intérieur, de ce que j'ai compris. Alors ce qu'il faut savoir, si vous ne connaissez pas ce type, c'est un mec qui globalement a des centaines de commentaires sous ses posts LinkedIn. Et donc s'il passait son temps à faire ça avec chaque personne qu'il ajoute sur LinkedIn, il n'aurait pas fini. Donc c'est pas possible qu'il ait écrit ça. Ok ? Et donc là, peut-être que vous ne voyez pas le truc, mais en fait, il a sa dernière phrase, c'est un texte à trous. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à partir du nom de l'entreprise, il a été chercher le site web, il a fait, ce qu'on appelle un résumé, une summarization, et ensuite, il a juste fait un petit texte à trous, vous référencez des articles d'éco pour les métiers du design, et globalement, ça sonne naturel. Ok ? En fait, moi, c'est ce que je faisais l'année dernière. J'ai essayé de monter une boîte dans ce genre-là. Par exemple, ça, c'est un mail qu'on a envoyé pour une de nos agences de prospection. Et donc, la première phrase, j'ai entendu parler de Consensio et de son impact positif sur la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes. Bravo pour votre vision durable. Ça, c'est une phrase qui a été générée à partir du site web de l'entreprise. Par exemple, 8 à 10 rendez-vous qualifiés par mois avec des grossistes. Le mot grossiste, il est aussi généré à partir du site web de l'entreprise. Et donc, on a pu adresser comme ça des centaines de prospects avec des variables personnalisées grâce à l'IA. Et vous avez vu la réponse, l'email de prospection est bien fait. Donc, en fait, on peut ajouter de la personnalisation et du contexte pour rendre la prise de contact plus pertinente. Et quand vous recevez ce genre de message, ça fait peut-être un peu moins spam que d'habitude. C'est aussi l'objectif. Ok. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, mais ça, c'est encore assez simple. En fait, on peut faire plus compliqué. Moi, je m'amuse à faire un truc. J'aime bien adresser des dirigeants. Des dirigeants, il y a du contenu vidéo sur eux qui traîne sur Internet. Par exemple, Marek, qui bosse chez BAM, filiale du groupe Théodo, qui est notre partenaire sur le hackathon Shift. Je place ça là comme ça. Donc, Marek, il a un petit talk sur YouTube. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le lien du talk, je mets ça dans Gladia, et je vais aller faire une transcription. Je vais aller chercher ce qu'il raconte dans son talk. Et en fait, l'objectif, c'est que je trouve des informations intéressantes pour contacter cette personne, mais je n'ai pas envie de me taper les 1 heure de son talk. Alors, clairement, si je fais ça pour tout le monde, ça va être assez infernal.
Vous avez vu Gladia, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a une super diarisation. Et donc du coup, je peux reconnaître qui parle pour être sûr que c'est bien lui qui a dit ces mots. Et donc à partir de cette transcription, ben moi ce que je vais en faire, c'est d'abord un résumé. Donc j'ai un petit prompt qui est fait. Alors, moi je ne fais pas de GPT, mais c'est l'étape du dessus. C'est pas encore mon niveau, j'y suis presque. Globalement, je le fais en 2 fois. Je fais un petit résumé. Avec mon petit résumé, je vais générer un message d'intro. Et voilà, là j'ai plusieurs messages d'accroche différents pour contacter Marek. Alors on n'a pas eu le temps de le voir. Donc hop, je vais le remettre. Je vais faire pause ici. Non, c'est raté. Tac. Voilà. Là, vous avez vu, il y a plusieurs messages différents d'accroche que je peux choisir pour pouvoir contacter cette personne. Ok ? Donc ça, c'est cool. Ça donne des données de contexte. Ça permet de pouvoir vraiment personnaliser son approche. Juste pour vous donner un petit aperçu sur les résultats, d'habitude, quand on contacte des dirigeants dans la finance, peu importe le moyen, c'est 0% de réponse. Ils répondent jamais. Franchement, on se prend tout le temps des portes. Et ben là, 15% de réponses. Et des réponses qui sont plutôt cool. Bonjour et un très merci, il manque un mot, un très grand merci pour votre mail et votre intérêt pour les publications de la Banque de France. Bon, forcément, je lui dis, j'ai trouvé votre entretien sur la chaîne YouTube de la Banque de France très intéressant. Votre vision de la banque en tant qu'investisseur responsable qui contribue activement à la transition énergétique est vraiment inspirante. J'en sais rien, mais globalement, je sais pas, mais ça marche. Ok. Et donc, vous avez vu l'idée, j'ai des données de contexte qui permettent de pouvoir déclencher une réponse, une conversation. Quand on fait de la prospection, c'est ce qu'on cherche à faire, déclencher une conversation. Okay, et ça marche. C'est pas scalable. C'est-à-dire que si on fait ça, si tout le monde fait ça, pour tous les dirigeants, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte du truc. Donc, j'en parle pas trop. Voilà. Ok. Et donc, la dernière étape, c'est une fois qu'on a nos données qui sont intéressantes, en fait, ce serait cool de changer de médium. Le canal de l'email, le canal LinkedIn, le canal du téléphone, bon, bah, c'est un peu vu et revu, on aimerait bien changer, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, on peut aussi utiliser Eleven Labs, évidemment. Sauf que ce qui est cool avec Eleven Labs, c'est qu'on peut cloner la voix de Mbappé, oui, mais on peut aussi cloner sa propre voix. Et donc, moi, je vais essayer de cloner ma propre voix. J'ai pas mis beaucoup de données. J'ai juste fait un petit test comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas testé en prod. Hein. J'ai juste fait des tests pour moi, pour voir ce que ça pourrait donner. Donc là, vous avez vu une petite vidéo sur comment on fait ces bateaux. Ça prend littéralement 5 minutes. Et donc, j'ai entraîné 2 modèles différents. Entraîné 5 minutes, quoi. J'ai d'abord fait un petit enregistrement de 30 secondes où je m'enregistre en train de lire la page Wikipédia de la NASA avec une voix bien monotone. Et puis, j'ai fait un deuxième entraînement où là, je mets 1 minute 30, où je me suis juste enregistré à faire semblant de laisser des messages vocaux à des gens que je connais. Voilà, un peu de terme d'impro, quoi. Donc, le premier entraînement... Fascinant, votre intervention au Meetup sur la méthode de conception BAM. Voilà. La réduction par 4 des tics. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est l'icebreaker que j'ai généré tout à l'heure, hein, le petit message personnalisé. OK ? Et juste avec un tout petit peu plus d'entraînement... Fascinant, votre intervention au Meetup sur la méthode de conception BAM. Bon, c'est toujours pas ma voix, mais on se doute que globalement, ça peut très vite s'améliorer. Et une petite technique que moi, j'ai pas encore testée, mais qui, je pense, se fait très bien. Vous avez tous déjà utilisé des outils pour enregistrer vos meetings, sur Meet ou autre. Vous prenez les meetings que vous avez enregistrés, vous découpez votre voix. Si vous n'avez pas beaucoup parlé, bah, dommage, il faut s'affirmer. Et donc, vous découpez votre voix et vous le donnez à l'entraînement. Et globalement, je pense qu'avec ce genre de données, ça devrait bien fonctionner. Donc, du coup, après, il y a forcément des petits hacks pour envoyer tous ces audios générés à vos prospects. Ce n'est pas encore dans des outils, ça c'est en train d'arriver, mais globalement, ça va être aussi une technique de prospection assez intéressante, je pense. Donc, l'audio, c'est un nouveau moyen. Et après l'audio, je pense qu'on a un autre moyen intéressant. Si la slide passe. Hop, c'est la vidéo. La vidéo, c'est aussi cool. Alors, là, ce que vous allez voir, c'est une vidéo de moi, c'est-à-dire que c'est une vidéo template. Vous allez comprendre. Tac.
Bonjour Prénom, j'ai vu que tu bossais chez une entreprise. Il me semble que tu as récemment animé un meet-up et du coup j'aurais été curieux de savoir c'était quoi les retombées pour vous et en quoi ça a été utile. Merci, à très vite. Ah, donc prénom et entreprise, vous avez entendu. Ok, et bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par une boîte française qui s'appelle Ubiq. Donc là, globalement, j'ai juste testé l'outil, ce qui fait que ce qui se passe, c'est qu'ils me mettent un fond d'écran générique. Globalement, j'aurais pu choisir de mettre un profil LinkedIn de mon prospect, de mettre son site web, peu importe, derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que j'ai mis des variables sur les prénoms et sur les entreprises. Et ça donne ça. Bonjour Marek, j'ai vu que tu bossais chez BAM. Il me semble que tu as récemment animé un meet-up et du coup, j'aurais été curieux de... Bon, voilà, à la fin, vous l'avez. Je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est pas encore tout à fait au point. C'est une petite boîte française qui a 9 mois. Il y a des petits artefacts sur la voix, sur le lip sync encore. Mais je trouve ça hyper prometteur. Sachant que si on fait ça avec Agent, ça coûte beaucoup plus cher, mais ça fonctionne très bien. Il y a un autre outil indien qui s'appelle Potion qui fait ça aussi. J'aime bien mettre en avant des boîtes françaises. Et donc, globalement, les retours sur la prospection par vidéo, c'est des x3 à x5 sur les taux de réponse. Donc aussi intéressant pour pouvoir entrer en contact avec des personnes avec qui on veut discuter. Ok. Bonjour Marek. Ouais, ok, c'est bon, on a compris, merci. Donc, du coup, ça c'était les cas d'usage prospection. C'était mon truc, je suis un peu rentré dans le détail. Globalement, il y a aussi d'autres cas d'usage intéressants. Alors, je reste toujours dans la partie sales. Il y a un truc qui est souvent foiré par les boîtes, c'est la partie onboarding. Comment on fait pour onboarder un nouveau collaborateur et que ça se passe bien et que la personne performe rapidement, etc. Donc, comment ça se passe? Rapidement, il faut se préparer. On prépare l'arrivée du nouveau collaborateur, on prépare son matériel. On fait l'accueil, le jour J, on accueille le nouveau collaborateur, on présente l'entreprise, on présente les rôles, etc. On va faire la formation initiale, c'est-à-dire qu'on forme la personne sur les produits, etc. On fait de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'assurer que la personne monte bien en compétences, important. On observe aussi, on fait de la simulation de vente. On fait de la pratique. Donc, la simulation de vente, c'était à ce moment-là. Et on prend des feedbacks pour pouvoir s'améliorer. Et enfin, on fait de l'intégration continue, c'est-à-dire qu'on va faire un suivi des performances et on va s'intégrer au fur et à mesure dans l'équipe. Ça, c'est un process d'onboarding assez classique. Ok, alors j'en vois beaucoup prendre des photos, c'est filmé et on va donner aussi les slides après la conf. Donc, pas de souci, c'est open source, vous pourrez avoir accès à tous les contenus. Donc, du coup, selon vous, où est-ce qu'on met l'IA là-dedans? Dans tout? Dans tout aussi? Ouais, peut-être pas. Non? Ouais, peut-être bientôt, ouais. Non, pas trop d'idées? Ok. Globalement, dans l'accompagnement et dans la pratique et le feedback, c'est là où on peut mettre de l'IA, ou en tout cas, c'est le cas d'usage que moi j'ai vu. Si vous en avez vu partout, bah, tant mieux pour vous et montrez-moi. Mais moi, globalement, ce que j'ai vu, c'est l'accompagnement, la pratique et le feedback. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, là, on a un outil qui est très cool, qui s'appelle Mojo, qui est une boîte française aussi. Mojo, c'est un outil de recording des calls. Ça, c'est assez classique, vous me direz, sauf que Mojo fait pas mal de trucs hyper intéressants, notamment de la répartition de temps de parole. Vous avez vu que je parle beaucoup. Je suis en orange. Bref. Il va être capable de pouvoir repérer les topics, les sujets. On va pouvoir très vite revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui est intéressant ou pas intéressant. En fait, les temps de parole, c'est aussi intéressant pour voir si votre sales, il arrive à se taire et à écouter son client, globalement. C'est aussi intéressant parce que quand vous avez un sales qui est en train d'intégrer une entreprise, eh ben, il peut écouter les calls de ses collègues. Et il peut repérer ce qui fonctionne pas. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, surtout, avec la transcription, on peut retrouver des passages très vite. Alors, on peut labelliser des éléments, etc. Globalement, c'est un super outil, Mojo, outil français, pour pouvoir enregistrer ses confs. C'est très cher, mais ça marche bien. Ok, donc Mojo. Et puis, je vous montre un autre outil aussi hyper intéressant. Petite boîte qui a à peu près 1 an, parisienne, sur la partie pratique. Ça s'appelle Much Better. Et je vous laisse regarder ça.
Hi everybody, my name is Shataj. I will be showing a demo of Much Better today. I will be having a quick chat with John Dubois, who's looking to purchase some travel insurance for his upcoming trip. Hi, my name is John Dubois. Nice to meet you. Hi John, happy to hear from you. It's Shataj calling from Allianz Insurance. How are you doing? Hi Shataj, I'm good, thank you. I hope you're doing well too. Doing well. It's a bright sunny day out here in Paris. I can't complain. Paris, nice. I'm actually coming from London. Wow, that's very cool. I hear you have a trip coming up soon. Where are you headed? Yes, I'm actually going to be traveling in different countries in Southeast Asia for about 5 months. And the reason why we were having this chat is you were looking for health insurance for your trip. Is that correct? Yes, that's correct. I want to make sure I'm covered during my travels. Of course. And could you tell me a bit more about any specific needs you have? Well, one thing to note is that I have diabetes type 2, so I need coverage that takes that into account. What about emergency medical expenses? Are those covered? Of course. That's why I'm telling you, John, this is deep. Ok, bon, vous avez compris, on va pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Globalement, Much Better, c'est un agent conversationnel qui permet aux jeunes commerciaux de pouvoir s'exercer, pratiquer avec, pas avec des clients du coup, avec des agents IA. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un manager à côté qui écoute, qui corrige, potentiellement que la personne puisse aussi monter en compétence toute seule si le manager n'est pas forcément disponible. On peut presque imaginer un deuxième agent à côté qui va corriger la personne. Enfin, voilà. Globalement, il existe de plus en plus de solutions pour pouvoir automatiser et améliorer l'accompagnement des sales qui sont en formation, parce que ça c'est... moi, juste pour que vous ayez le background, j'ai dirigé une école de commerce pendant 2 ans. J'ai formé à peu près 200 commerciaux, et sur les 200 commerciaux qui étaient en alternance, les bons 3/4, l'onboarding était foiré, parce que pas assez de temps dans des petites boîtes. Et c'est typiquement ce genre d'outil qui permet aux sales de mieux s'onboarder et de pouvoir avoir une meilleure intégration. Donc c'est hyper important. Ok. Cela dit, c'est pas parfait. C'est un début, et l'onboarding, c'est une tâche qui concerne pas uniquement les commerciaux. Et ça, Simon vous en parlera tout à l'heure. Ok, donc on a vu la partie sales. Il y a un autre cas qui est intéressant, sur lequel il y a plein de cas d'usage. C'est la partie sourcing RH. Ok. Donc globalement, c'est quoi les process pour faire un bon sourcing? Eh bien, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est comprendre le besoin. Il y a un besoin sur quel poste? C'est quoi le candidat idéal? Ensuite, c'est quoi la stratégie? C'est-à-dire quelle offre, comment est-ce qu'on définit l'offre d'emploi, sur quels canaux on va la diffuser. Puis ensuite, il y a la partie recherche des chasses de candidats, et puis relance d'anciens candidats dont vous auriez déjà reçu le CV par exemple. Et enfin, vous avez la phase de présélection où vous présélectionnez des CV, vous les mettez de côté pour pouvoir les recevoir ensuite en entretien. Alors moi, j'arrête le sourcing à cet endroit-là parce qu'après, j'estime que c'est un processus de recrutement. Je fais vraiment la nuance entre les deux. Moi, le sourcing, c'est aller chercher la bonne personne pour le poste. Et donc, ça s'arrête à cette étape-là. Où est-ce qu'on peut mettre de la GenAI là-dedans? La recherche, ouais. La strat, ok. La strat, c'est toi qui as dit ça? Tu t'imagines quoi en strat? La création de l'offre, en fait. Création de l'offre, ouais, ok. Recherche, qui a dit recherche? Ouais, tu imagines quoi en recherche? En fonction des critères de l'offre, aller chercher les bons profils. Très malin, bien vu. Bien vu, exactement. Globalement, on peut mettre de la GenAI un peu partout, sauf sur la partie besoin, où là c'est vraiment à la boîte de savoir ce qu'elle veut. Avoir un agent pour lui dire attention, il y a un besoin là, c'est un peu chaud quand même. Donc, du coup, globalement, qu'est-ce qui existe comme solution qui va couvrir ces sujets-là? C'est une solution française, réalisée en no-code, alors je dis ça comme ça, qui est encore en bêta. Qui n'est pas tout à fait sorti, mais qui est déjà en test, en prod chez des clients. Ça s'appelle JobCrafter. Et donc, je vous laisse regarder, mais globalement, en fait, on peut faire une majorité des cas d'usage que vous avez cités là. Donc, on va créer une offre, c'est-à-dire qu'on va remplir quelques petits champs. Et à partir des champs qu'on a remplis, on va avoir quand même un draft de l'offre qui nous intéresse, qu'on va ensuite, bien sûr, pouvoir modifier. Donc, ça, c'est assez classique.
Voilà, l'offre, elle est rédigée. Ensuite, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer une scorecard. C'est-à-dire qu'en fonction de l'offre qu'on vient de créer, on va déterminer des critères qui sont requis, qui ne sont pas requis, des critères qui sont plus importants que d'autres. La maîtrise des méthodes agiles, l'excellente collaboration avec les product designers, avec les développeurs, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une scorecard. On va être capable de déterminer ensuite si un profil correspond à ces critères-là. Ensuite, ce qui est intéressant, bon là ils n'ont pas encore de reconnaissance visuelle parce que la vidéo date d'il y a quelques mois, mais maintenant, on va pouvoir analyser des CV. Donc, vous faites un CV en PDF et l'outil sera capable d'analyser votre CV. C'est Siri qui s'est déclenché. Ok, super. Tac. Ouais. Parfait. Hop. Et donc, d'analyser les CV. Et ensuite, vous l'avez peut-être vu, de pouvoir, être capable de dire, bah, tiens, ce profil-là, il correspond à tant de pourcents sur ce critère-là. Ensuite, ici, on va pouvoir préparer un message. Et puis, effectivement, réaliser un sourcing. À partir d'une offre, on peut se dire, bah, tiens, qui seraient les profils idéaux pour correspondre à ce genre d'offre d'emploi. Voilà, donc c'est une solution assez complète qui couvre une bonne partie des process que je vous ai montrés. Sachant qu'on a aussi une boîte partenaire sur Shift qui couvre une partie de ces besoins-là, notamment la partie sourcing, identification du profil cible. Elle s'appelle Calent. C'est une boîte nantaise aussi. Et donc Calent, elle se concentre vraiment sur la partie sourcing, c'est-à-dire je prends une offre en entrée et je suis capable de déterminer qui est le bon profil et que tu peux contacter. Ce qui est intéressant aussi avec l'intelligence artificielle générative, c'est que au lieu de recevoir un message, est-ce que vous codez toujours en JavaScript alors que ça fait 8 ans que vous ne faites plus, c'est du vécu, en fait vous recevez un message par rapport à vos dernières expériences, c'est un message qui est un peu crafté, qui est un peu intéressant, quoi. Donc le sourcing, il y a aussi des cas d'usage intéressants. Bon, ça c'est sympa, mais le prochain cas d'usage, vraiment, il m'a mis sur le cul. C'est une conf que j'ai vue à Paris avec Sam. C'est GoJob qui, propose un cas d'usage hyper intéressant. GoJob, c'est une agence, je ne sais pas si c'est une agence, ils sont spécialisés sur de l'intérim, le recrutement pour aller chercher des intérimaires. Et globalement, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est de faire de la préqualification de candidats avec un bot qui va discuter avec des intérimaires par SMS. L'objectif de ce projet ici, c'est de leur faciliter la vie, de leur augmenter leur productivité et qu'ils aient en fait en arrivée que des candidats, ou en tout cas un maximum de candidats qui vont finalement bien aller en mission derrière, augmenter cette probabilité que la personne qui est appelée par le recruteur aille bien en mission ensuite chez le client. Et donc pour faire ça, on a créé notre projet qui s'appelle Aglaé Alpha, qui est basé sur de la Gen AI, donc en l'occurrence ChatGPT ici, et qui va en fait converser par SMS avec notre candidat, comme on va le voir sur une petite vidéo d'ailleurs, on peut la lancer, converser avec notre candidat par SMS pour valider un certain nombre de critères. Et ensuite, en fait, quand il va arriver au moment d'être appelé par le recruteur, il y a de fortes chances qu'il soit bien apte à aller en mission parce qu'on aura déjà validé un certain nombre de choses qui peuvent être validées en avance. Donc ici, on se met à la place d'un candidat qui a candidaté à l'offre de manutentionnaire à Pont-d'Ain, il s'appelle Thibaut, et il a reçu un message de notre système. Il dit « Bonjour Thibaut, êtes-vous disponible ?» Et donc là, commence une conversation avec ce candidat, et on voit que le but en fait de cette automatisation, c'est de vérifier ces critères, donc par exemple ici de disponibilité. On voit que en fait, les réponses vont pas seulement être oui ou non, parce que c'est une vraie personne qui répond. Et donc c'est ça qui est intéressant à utiliser ChatGPT là-dedans, c'est qu'il va être très adaptable, et on va pouvoir extraire toutes ces informations aussi derrière, vous allez pouvoir le voir. Et au passage, en fait, il a aussi un rôle d'information, puisque notre candidat peut nuancer ses réponses en disant « Bah oui, je suis intéressé, mais ça dépend aussi de certaines choses, ça dépend ce que c'est les tâches de la mission, ça dépend des horaires, etc. » Et en fait, la configuration qu'on a fait de notre assistant ici fait qu'il y a ce double rôle en fait, de validation de critères et aussi d'information de la personne pour qu'il soit vraiment au courant des bonnes choses et qu'il ne dise pas oui comme ça ou non sans avoir trop de contexte. L'objectif... Hop là. Tac. Voilà. Donc vous avez vu un peu le cas d'usage qui est présenté. Alors, c'est une conf qui est disponible sur YouTube que je vous recommande fortement d'aller voir. Elle fait 35 minutes, elle est extrêmement intéressante. Il y a la problématique, la démo, et puis ensuite la façon dont ils ont traité le problème et comment ils ont fait techniquement pour y résoudre. Et spoiler alert, il n'y a pas de code. Tout ça est fait en no-code derrière. Et donc, c'est pour vous dire aussi qu'il n'y a pas que le code dans la vie, même si je sais que vous savez tous coder, et qu'en fait, on peut faire plein de trucs chouettes, même si on ne sait pas coder, y compris ça.
Donc globalement, franchement, hyper intéressant. Allez la voir. C'est sur la chaîne YouTube de GenAI Paris. Ok. Ensuite, on va rentrer sur des cas d'usage que je maîtrise un peu moins, mais je trouvais intéressant de vous les présenter. Donc, je vais aller assez vite. Évidemment, il y a des cas d'usage en marketing, notamment sur la partie SEO. Tout le monde sait ce que c'est que le SEO. Qui ne sait pas ce que c'est que le SEO? Ok, le SEO, Search Engine Optimization, c'est l'ensemble de techniques qui permet de pouvoir arriver dans les premiers résultats de recherche sur Google. Okay. Globalement, comment ça fonctionne un process SEO? Il faut faire une recherche de mots-clés, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens recherchent, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Je ne sais pas, louer voiture Nantes, par exemple, c'est un ensemble de mots-clés, et je vais avoir envie de me positionner dessus, ou peut-être que je vais avoir envie de me positionner sur louer voiture Bordeaux, j'en sais rien. Ok, ensemble de mots-clés. À chaque mot-clé est associé d'ailleurs une difficulté de se positionner. Il y a des mots-clés sur lesquels il y a énormément de concurrence et d'autres mots-clés où c'est plus facile de se positionner. Donc ça, c'est un premier élément du process de rédaction d'article. Ensuite, il y a la rédaction du contenu. Forcément, on rédige un article pour pouvoir répondre à un problème qu'on a détecté. On optimise techniquement son article. Il y a énormément d'optimisation technique parce que Google est très pointilleux. Il faut que les titres soient bien des titres, il faut que les sous-titres soient bien des sous-titres, il faut que les images soient correctement labellisées. Et donc globalement, il y a une partie technique qui est importante et qu'il ne faut pas négliger. Et puis, évidemment, après, il y a l'étape de publication. Donc, on m'a dit d'accélérer, donc je vais accélérer. Je ne vous pose pas la question. Globalement, ici, on peut mettre de l'IA à peu près partout. Okay. Sur la recherche de mots-clés, pour se donner des idées, sur la rédaction de contenu, vous l'avez deviné, pour pouvoir rédiger un article, et ensuite pour pouvoir l'optimiser. Il y a un outil qui fait ça, qui s'appelle SEO.ai. Bon, alors il y en a une pléthore, mais globalement, SEO.ai, c'est le premier qui ressort sur Google, donc je me dis qu'il est plutôt doué. Et voilà. Et donc, globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer ce qu'on appelle des backlinks. Alors, les backlinks, sans rentrer trop dans le détail, ça donne de la puissance à votre article, ça lui permet d'être mieux référencé. Il va faire des suggestions de texte, il va faire des suggestions de titres, etc. Donc, globalement, tout ce que je viens de vous raconter sur le process, il le gère. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter. Sur la relation client, et notamment sur le support par chat, il existe aussi plein de trucs intéressants. Un process classique, c'est quoi? C'est on diagnostique le problème d'une personne. Quel est ton problème? Ensuite, on va, rechercher une solution. Donc là, la personne qui est derrière l'écran, soit elle a la réponse parce qu'elle voit la question tout le temps, et donc c'est facile. Soit il faut qu'elle aille faire de la recherche dans la doc pour trouver une solution, qu'elle aille discuter avec ses devs, peut-être potentiellement passer le sujet à une autre personne, que le sujet soit transféré, si la doc est mal foutue, je ne vous raconte pas les galères d'aller chercher dans de la doc et de s'y perdre et de ne pas trouver la réponse alors qu'on pourrait l'avoir. Et puis ensuite, le dernier élément, c'est la résolution, c'est-à-dire qu'en fait, on va juste répondre à l'utilisateur pour résoudre son problème. Donc ça, c'est un process classique. L'IA, globalement, peut se mettre partout. Voilà. Globalement, on peut aussi ajouter de l'IA un peu partout sur du diagnostic, sur de la recherche de solutions. Sur la recherche de solutions, en fait, l'idée, c'est d'utiliser la technique que vous a montré Samuel tout à l'heure, et de faire du RAG. Imaginez que vous avez une solution et que du coup, vous avez documenté chacune des problématiques qu'ont rencontré vos utilisateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre tout ça dans une base de données et de demander à une IA d'aller interroger cette base de données pour trouver la réponse à votre place et ensuite vous préécrire une question. C'est ce que fait Crisp notamment, c'est une boîte nantaise. Je suis chauvin. Et donc, globalement, ici, ça c'est une réponse qui est préécrite. Il y a des boîtes qui mettent une interface en direct avec l'utilisateur, notamment c'est le cas de la grosse machine par exemple, qui est un outil de prospection. Et donc Crisp, j'ai une toute petite vidéo pour vous montrer. Là, l'idée, c'est qu'en cliquant sur la Magic Reply, vous avez la réponse, vous avez le lien, la source, le document, et ça va quand même beaucoup plus vite. Ça fonctionne dans plusieurs langues. Et voilà, donc globalement, vous avez compris l'idée. Ça, c'est un cas d'usage que je trouve intéressant et qui va quand même permettre de pouvoir traiter ces demandes au service client beaucoup plus vite. Donc Crisp, c'est très cool. Et ce qui est aussi possible de faire, c'est de faire de l'avant-vente. On a remarqué, des boîtes comme iAdvise notamment ont remarqué, c'est aussi une boîte nantaise, ont remarqué que
si on aidait les clients et qu'on discutait avec eux quand ils étaient en train de naviguer sur un site web, il y avait quand même une forte chance d'augmenter les probabilités d'achat. Okay, on vient répondre à ces questions et donc potentiellement on augmente le taux de conversion. Okay, donc le process de vente en avant-vente, qu'est-ce que c'est? C'est de détecter des signaux faibles. On remarque l'activité d'une personne, on se dit tiens, il a cliqué 3 fois sur ce produit-là, il a le produit dans son panier mais il n'a pas acheté depuis 5 jours, peu importe, globalement, on remarque des activités sur la plateforme. Ensuite, on va déclencher un chat, c'est-à-dire qu'on va dire tiens, hop, toi je te contacte, tout va bien monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide? Madame, monsieur, madame, pour votre achat. Et puis, évidemment, on va conseiller et répondre aux questions. Donc ça, c'est le process classique, c'est avec un humain. Vous doutez bien qu'on peut faire la même chose avec une IA. Et là, l'idée, c'est qu'une boîte comme iAdvise, c'est spécialisé là-dedans. iAdvise, ça fait partie des plus grosses startups de France. Je pense que la vidéo parlait d'elle-même. Vous avez vu qu'il y a la proposition de produits automatique en fonction des caractéristiques qui sont demandées, il y a de la réponse aux questions, etc. Donc c'est également une aide à la vente. Voilà, je suis passé plus vite sur ces derniers cas. En fait, j'aurais pu vous en citer tellement d'autres, mais au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête parce que vous allez avoir envie de boire des coups. J'aurais pu vous citer, par exemple, du tourisme. Comment est-ce qu'on peut générer un itinéraire avec une IA, en allant chercher des points d'attention par rapport à vos centres d'intérêt. J'aurais pu vous citer du droit. Comment est-ce qu'on peut avoir des réponses à des questions de droit sans aller voir un avocat? J'aurais pu vous citer du retail. Comment on peut, par exemple, tester des fringues sans aller dans un magasin. Voilà, il y a tellement de cas d'usage. Mais je vais m'arrêter là et je vais repasser la parole à Sam. Hop. Donc là, pendant 1h30, en fait, on vous a un peu montré comment nous, au quotidien, on utilise l'IA pour répondre à nos problématiques. En fait, ce qu'on va vous proposer pendant les 10 prochains jours, avant le hackathon, c'est de faire la même chose chez vous. Tous les jours, vous avez un travail, vous avez des activités quotidiennes. Posez-vous la question, chaque jour, comment est-ce que je pourrais améliorer tel process, telle tâche, en utilisant la GenAI. Et dans 10 jours, on arrive au hackathon. Et ce sera le moment de développer des outils pour améliorer tout ça. Alors nous, on a identifié quand même quelques besoins dans notre vie de tous les jours qui sont non couverts et qu'on vous propose ce soir. Peut-être que ça générera des idées chez vous. Moi, déjà, en termes d'outillage, quand je manipule l'IA au quotidien, en fait, je crée des prompts. Parfois, mon prompt, je le passe d'un GPT-4 à un Claude, à un autre LLM. En fait, j'ai pas vraiment d'outils qui me permettent d'évaluer la qualité de mon prompt et de voir si, d'ailleurs, je passe de GPT 3.5 à GPT-4 ou à GPT-4o. Voilà, j'ai besoin de faire un peu de QA sur la qualité de mes prompts. Voilà, l'idée que je vous livre. Également, j'aimerais pouvoir faire un peu d'A/B testing sur mes prompts, parce qu'en fait, un prompt, quand on le teste 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas aussi qualitatif que quand on le teste avec tous nos clients en prod. Donc, à voir s'il y a moyen d'évaluer un peu la qualité des outputs générés par nos prompts. Un truc que je commence à voir un peu émerger dans la time series. Alors, la time series, ce sont des données temporelles, donc, je sais pas, des données de température, par exemple, qui évoluent au cours du temps. Je commence à voir émerger des modèles dédiés à ça. C'est pas trop un usage courant de l'IA générative, parce que l'IA générative génère des choses. Mais il y a peut-être des choses assez intéressantes à étudier. Je sais que moi, dans mon monitoring de mon infra, j'ai besoin de pouvoir détecter des erreurs. Enfin, donc, est-ce qu'on peut faire du suivi de graphes comme ça? Je sais pas, peut-être. En termes de sécurité, sur l'IA générative, il y a beaucoup de problèmes de sécu. Donc peut-être qu'il y a besoin d'outils pour un petit peu sécuriser tout ça. Donc il y a peut-être des idées à prendre. C'est pour moi plutôt. C'est pour toi. Ouais. Re tout le monde. Ouais, moi de mon côté, je vous disais, j'ai accompagné des auditeurs internes et en fait, ils m'expliquaient, alors c'est assez fou, là c'est lundi, ça m'est arrivé lundi, je suis en train de former un groupe qui m'explique que la semaine dernière, ils ont passé une semaine complète à comparer 2 documents de 100 pages chacun. Et moi je suis là, bon bah alors cet après-midi, on va apprendre à analyser 2 documents de 100 pages chacun et à détecter ce qui n'est pas bien fait, ce qui est fait, etc.
Et en fait, on était un peu bloqués parce qu'ils n'ont pas d'outils dédiés. J'ai fait une veille pour voir pour de l'audit interne, mais en termes de sécu, ils veulent internaliser le tout, etc. Donc il y a une vraie problématique. Donc tout ce qui est banque, assurance, juridique, etc., il y a un vrai besoin. Et vu les échanges qu'on a eus, il y a un budget aussi, il y a énormément de choses. Alors moi je ne suis pas dev, mais on a créé un petit GPT, on s'est assuré d'avoir sécurisé le truc en utilisant la bonne version. Bref, ils étaient complètement fous, mais c'est vraiment voir des gens qui découvrent Internet, genre. Ils étaient fous furieux. Donc c'était « Oh, trop bien, j'ai plus besoin de faire ça ». Oui, bah non. Parce que parfois, ils ont des documents dans pas les mêmes langues, donc c'est le bout du monde. Bah non, en fait. Gen AI. Ensuite, je vous parlais du stylisme. En fait, j'y suis allé pour les former sur l'IA et pour les challenger ChatGPT. Je leur ai demandé de me proposer des collections, une pour un public plutôt e-sport, un autre pour un public full techno berlinoise, et une dernière sur des gens qui sont passionnés de métaverse. Et en fait, le public que j'avais en face de moi, j'avais vérifié qu'ils y connaissent que dalle. Je leur ai dit, bah alors créativement, on fait comment ? Parce que du coup, votre cible, qui est plutôt une cible féminine entre 18 et 30, un truc comme ça, c'est leur cible. Bah vous aviez pas pensé qu'il y a une cible qui est sur ces secteurs-là. Vous y connaissez quelque chose ? Non, rien du tout. Comment on fait ? Et en fait, on a fait un tout petit bot qui leur ouvre le champ des possibles culturellement. Mais je fais ça aussi parfois pour m'entraîner sur de l'anglais. Je crée des bots pour parler à des gens d'autres pays. Bref, j'aurais pu faire autrement, mais je préfère rester chez moi. Bref, il y a plein d'outils IA qui permettent en fait de s'ouvrir à des perspectives qu'on ne connaît pas. Donc là, sur les stylistes, par exemple, c'est le cas, mais avec tous les métiers. Des gens qui viennent d'un environnement et qui ont besoin de s'ouvrir à un autre, et un peu en accéléré, on a besoin de challenger les idées avec des gens qui ne viennent pas de notre univers, de notre monde. Donc en fait, c'est ouverture culturelle. Et d'un point de vue temps et budget, on ne peut pas faire un workshop d'une semaine pour savoir les équipes e-sport, tendances, etc. et les mèmes sur Internet. Donc en fait, ça leur a permis d'apprendre des trucs super vite. Donc il y a peut-être des opportunités là-dessus aussi, de faire que les gens se rapprochent ou se comprennent, ou en tout cas de faire des introductions à des thématiques un peu profondes et deep. Assistant formateur, ça je m'en sers et je fais des GPT vite fait, mais tous mes potes formateurs ils en ont besoin, donc ça c'est un besoin qui est massif. Il y a quelques mois, j'ai formé presque 80 personnes sur une semaine complète tout seul. C'était des groupes d'étudiants. Et en fait, j'ai créé un GPT qui connaissait le contenu du workshop. Et je leur mettais des mots de passe qui leur permettaient d'activer des parties du GPT, etc. Et ça m'a vachement aidé parce que toutes les questions de merde, je les ai pas eues. Oui, mais du coup, vous avez dit le plan sur la narration de machin, c'est comment déjà, je l'ai pas noté, etc. Tous ces trucs-là. Mais par contre, j'avais un gain de questions hyper intéressantes. J'ai passé la meilleure semaine de formation de ma vie parce qu'en fait, j'avais que des questions hyper profondes. Et du coup, dans ton métier, qu'est-ce qui fait que ton approche sur la narration, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, et pas monsieur, le rendu à la fin, c'est quoi ? Ce genre de trucs qui sont insupportables et où j'apporte pas de valeur ajoutée. Donc moi, je me suis dit, tout ce qu'un PDF peut faire, j'arrête de le faire. Et je suis sûr qu'il y a plein de formateurs qui font des trucs de PDF. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette slide-là. Et puis onboarding augmenté, pareil. Alors, il faut maintenir le fait qu'il y ait de l'humain quand on rentre dans une entreprise, mais on m'a dit qu'il y avait plein de questions qui étaient posées quand il y avait les ponts pour les vacances, etc. Des gens qui viennent de rentrer dans l'entreprise, qui ont plein d'interrogations. Et aux ressources humaines, ils aimeraient bien se concentrer sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Il y a des moments où tu es en rush, notamment, je suis désolé, j'ai eu plein d'assurances et de banques en ce moment, ou même sur les agences de créa, tu es en appel d'offres, tu es en rush de fou, et là, tu as un alternant qui arrive dans l'entreprise, et en fait, il faut un peu compter le temps que tu vas accorder à la personne et comment tu le gères. Et en fait, l'onboarding augmenté, ça peut peut-être permettre de répondre à certains types de questions, et pour maintenir du temps humain de qualité, c'est quality time, c'est ça dans les couples qu'on dit ? Temps de qualité, je sais pas, bref, je connais pas, ouf. Le quality time, c'est le moment un peu quali qu'on va passer avec quelqu'un. Donc, plutôt que de répondre à des questions pas folles, ça permet de rationaliser tout ça et donc de faire un onboarding augmenté. Tu rentres dans une entreprise et le cas que tu citais, notamment pareil, si tu es en intérim, tu dois vite apprendre un métier ou tu dois vite rebondir, ça peut être pas mal. J'ai pas mis forcément ce cas-là, mais j'ai fait des bots pour que les commerciaux s'entraînent à parler avec la cible, et puis on a fait aussi des bots pour permettre de résoudre des situations de crise. Donc pour s'entraîner en mode entraînement, etc. Donc ça, c'est des possibilités qu'il y a, que j'ai détectées, du coup je vous les partage. Je sais plus ce que j'ai mis après. Ça c'est toi, non ? Ouais. Ok.
Non, simplement, on utilise toujours au quotidien un browser pour naviguer sur Internet et plein d'outils dans notre browser. En fait, j'ai vu apparaître plein d'extensions Chrome de productivité pour vous aider à rédiger des emails, pour éventuellement transcrire quelque chose que vous dites à un micro. Et en fait, je pense qu'il y a une infinité d'extensions à développer pour vos besoins spécifiques, de votre métier spécifique. Donc, il y a peut-être une voie là-dessus pour votre hackathon. C'était quoi ça? Oui, c'est ça, je me souviens. Ok. En fait, le truc il est simple, là je vous parlais d'auditeur interne, mais dès qu'il y a un métier hyper technique où il faut lire des documents et qu'il y a une complexité à comprendre le sujet, à un niveau tâches chronophages et tâches complexes, aujourd'hui sur des niches, alors moi ça me semblait pas être une niche de fou assurance et banque, enfin, ça me paraissait d'être un truc qui dompte un peu le monde, mais visiblement il n'y a pas d'IA sur ces thématiques-là. Donc en fait, dès qu'on va chercher des experts techniques sur des sujets qui ne sont pas des experts dev et qui peuvent bidouiller, vraiment, quand je commence mes formations auprès de banquiers ou des trucs comme ça, ils me disent « Ouais, mais il va falloir dev et tout. » Non, pas du tout, on va utiliser de l'IA générative sans dev. « Ah ouais, mais c'est compliqué et tout. » Attention, moi, la phrase que j'ai le plus, c'est « Attention, j'ai jamais lancé ChatGPT. » Donc là, il y a des outils à faire, notamment, et je m'adresse peut-être à ceux qui sont plus product, etc., pour penser l'outil, pour pas que c'est la gueule d'un outil qui a l'air d'être pour des devs, et donc du coup de penser des outils pour améliorer la productivité sur des métiers techniques où a priori, mais je pense agriculture, il y a plein de thématiques en fait partout, et dès que c'est complexe et qu'il faut une maîtrise qui soit longue, voilà, c'est ce que je voulais citer. Donc peut-être pas penser des métiers que vous faites, mais avec des proches dans votre famille jusqu'à la semaine prochaine, pour leur dire c'est quoi le truc le plus chiant. C'est la question que je pose, le truc qui prend le plus de temps, le truc que tu aimerais retirer dans ton taf et t'es heureux, et puis après tu fais une techno là-dessus pour le résoudre. Voilà, c'était ça je crois, cette slide. Tiens. Ok. Parmi ceux qui ne sont pas inscrits, qui est chaud? Allez. Allez. Ok, il y a des mains levées. Ok, super. Globalement, on est là sur les inscriptions. Il y a eu pas mal de monde ces derniers jours. Donc, il reste plus beaucoup de places. Il reste 15% des places environ. Donc, dépêchez-vous. Voilà. Ça, c'est les stats du Startup Weekend, c'est ce qu'il faut dire. Ah oui, pardon, c'est ça du Startup Weekend. Ok, ouais, bah, voilà, bref. Non, mais il y a eu beaucoup d'inscriptions récemment, donc ça va partir vite. Attends, je le prends celui-là. Il a été bossé ce moment. Ça marche bien, vous rigolez, du coup vous dites « Oh, mais alors, mais quelle est donc cette stat ?» Parce qu'il a bien surfait exprès de dire que c'était... Bref, vous avez compris. En fait, les stats du Startup Weekend qu'organise Maxime, à chaque fois, ça speedrun la dernière semaine. Et là, on est bien niveau inscrit, mais du coup, ça va speedrun. Pareil. Donc, s'il y en a qui se sont dit, je verrai, etc. Donc, il y en a qui ont été audacieux. Il y en a qui ont été audacieux il y a très longtemps, qui se sont dit, je serai dispo pendant ce week-end. Ça, bravo à vous. Et il y a ceux qui sont tout aussi audacieux, qui vont se dire, je vais jouer avec le feu et je vais m'inscrire à la dernière minute. Mais je ne jouez pas avec le feu de cette manière-là. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils posent la question, prenez votre place, tout ça, voilà. Et là-dessus, QR code. Il y a un QR code là si vous voulez prendre votre place, si vous voulez poser des questions sur comment ça se passe. Nous, on sera là autour des bières, des jus de fruits, de tout ça. C'est là-haut. Ouais. Et ouais, j'ai pris le micro sans avoir des infos. Donc je continue pour finir. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. On est là pour discuter avec vous si vous voulez. Si vous voulez, là, vous êtes qu'avec des gens normalement un peu sur le sujet de GenAI. Donc voilà, c'est l'occasion de rencontrer du monde. C'est ce à quoi sert le Meetup. Et Shift, ça sert aussi à se rencontrer et à faire des trucs pour de vrai. Parce que c'est cool de faire des posts H24 sur les thématiques et les mises à jour de ChatGPT, mais c'est encore mieux de fabriquer de l'IA et de faire des vrais trucs avec des vrais gens dans des vrais lieux. Ok ? Merci beaucoup. Et puis, à tout de suite.